Ta sœur avait besoin du tissu pour sa robe de bal de promo, alors nous avons découpé ta robe de mariée. Ma mère, Renée, haussa les épaules pendant que je me tenais au-dessus des ruines de soie blanche. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je sortis simplement le contrat de location. C'est une Vera Wang vintage prêtée par une archive privée, dis-je doucement. Et la police d'assurance de 80 000 $ exige que je dépose un rapport de police pour destruction intentionnelle de biens. Ma mère devint soudain toute blanche. Je m'appelle Maya et j'ai 28 ans. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Likez et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille toxique. C'était un mardi après-midi quand je suis rentré tôt à la maison. Je descendis le couloir et entendis des rires provenant de ma chambre. Je poussai la porte et mon sang se glaça. Ma sœur de 18 ans, Alia, se tenait devant mon miroir, tenant de lourds ciseaux. Des morceaux de soie ivoire et de dentelle vintage étaient éparpillés sur le sol. Ma mère, Renée, était agenouillée à côté d'elle, épinglant une section de tissu coupé de façon irrégulière à la taille d'Alia. Elles avaient sorti ma robe de mariée de son sac de protection, une pièce d'histoire de la mode que j'avais obtenue grâce à mon travail d'archiviste. « Oh, tu es rentrée » dit ma mère sans la moindre culpabilité. Alia n'arrivait pas à trouver une robe qu'elle aimait pour le bal de promo. Je me suis souvenu que tu avais ramené cette vieille chose à la maison. Le tissu est vraiment joli une fois qu'on enlève cette dentelle démodée. Alia tournoya devant le miroir. Je pense que je veux le décolleter plus bas. Maman, tu ne vois pas d'inconvénient, hein? Tu peux juste emprunter une autre robe pour ton mariage. Cette couleur me va mieux au teint de toute façon. Je restai dans l'embrasure de la porte, fixant les restes déchiquetés d'un chef-d'œuvre. Des années à être mises de côté remontèrent soudain à la surface. Je refusai de leur donner la satisfaction d'une crise. Je pris une profonde inspiration et laissai la froide réalité prendre le dessus. Je marchai jusqu'à mon bureau et ouvris le tiroir du haut. Je sortis une épaisse enveloppe en papier craft et me tournai vers elle. « Savez-vous ce que c'est » demandai-je, d'une voix dangereusement calme. Ma mère leva les yeux au ciel et se leva. « Maya, s'il te plaît, ne commence pas à faire du drame. Ce n'est qu'une robe. Nous sommes une famille et la famille partage. Ta sœur a une soirée très importante qui arrive et tu devrais être heureuse de l'aider à briller. » J'ouvris l'enveloppe et sortis les documents légaux. C'est un certificat d'authenticité et un contrat de responsabilité d'assurance, dis-je en regardant directement ma mère dans les yeux. Cette robe était un prototype vintage prêté par le directeur du musée. Elle est évaluée exactement à 80 000 $. Le sourire suffisant disparut du visage d'Alia. Elle lâcha les ciseaux qui heurtèrent le sol avec un bruit métallique sonore. Ma mère cligna rapidement des yeux. 80 000 $. Tu mens, ricana-t-elle, essayant de reprendre contenance. Aucun morceau de tissu ne vaut autant. Arrête d'essayer de faire peur à ta sœur. Elle est entièrement assurée, continuai-je, ignorant son déni. Mais il y a une clause spécifique. Pour que la compagnie d'assurance couvre une perte totale, je dois fournir un rapport de police citant la destruction intentionnelle de biens. Je sortis mon téléphone portable de mon sac. Maya, pose ce téléphone tout de suite, exigea ma mère, la voix tremblante. Je t'interdis de faire une scène pour une stupide robe. Nous te rembourserons. Nous pouvons te donner quelques centaines de dollars pour en acheter une nouvelle. J'appuyai sur le premier chiffre. 9. Alia commença à reculer du miroir. Maman, elle ne plaisante pas, fais-la arrêter. J'appuyai sur le deuxième chiffre. 1. C'est alors que la porte d'entrée claqua. Mon père, Calvin, apparut dans l'embrasure de la chambre. Que se passe-t-il ici demanda-t-il en regardant le tissu ruiné. Renée, qu'as-tu fait? Calvin, dis-lui de ranger ce téléphone, hurla ma mère en pointant un doigt tremblant vers moi. Elle essaie d'appeler la police sur sa propre famille. Mon père s'avança vers moi, le visage rouge de colère. Maya, pose ce téléphone immédiatement. Nous sommes une famille fière et nous n'impliquons pas les autorités dans nos affaires privées. Laisse tomber tout de suite, ou tu peux oublier que nous payons quoi que ce soit pour ton mariage. Je regardai mon père. Vous n'avez jamais rien payé de toute façon, dis-je froidement. J'appuyai sur le dernier chiffre. 1. Puis je composai et mis le téléphone sur haut-parleur.
911, quelle est votre urgence? La voix de la standardiste résonna clairement dans le silence. Oui, je dois signaler une destruction de biens en Delhi, dis-je en gardant les yeux fixés sur ma mère. Les auteurs sont encore chez moi. La valeur du bien détruit est de 80 000 $. Ma mère eut le souffle coupé, couvrant sa bouche. Alia commença à sangloter hystériquement. Mon père se précipita en avant, essayant de saisir le téléphone, mais je reculai. Envoyez immédiatement des agents, dis-je à la standardiste en donnant mon adresse. Nous avons une voiture de patrouille dans le secteur, répondit la standardiste. Ils seront là dans moins de 2 minutes. Je raccrochai lentement et glissai le téléphone dans ma poche. La pièce devint étouffante de silence, brisée seulement par les pleurs paniqués d'Alia. Mes parents me regardaient comme si j'étais une étrangère. Ils s'attendaient à l'ancienne Maya, la fille qui pleurerait et finirait par pardonner pour préserver la paix. Mais cette fille avait disparu. Personne ne bougea. Personne ne parla. Nous restâmes simplement là, attendant l'inévitable. Et puis, perçant le calme de l'après-midi, nous l'entendîmes. La sirène aiguë et montante des voitures de police approchant rapidement dans la rue. 2 coups lourds résonnèrent dans la maison, brisant le silence tendu. Mon père se raidit et ma mère tira immédiatement Alia dans ses bras, lui caressant les cheveux. Je passai devant eux et ouvris la porte d'entrée. 2 agents de police se tenaient sur le porche, regardant entre mon calme et la scène dramatique qui se déroulait dans la chambre derrière moi. Agent Miller et agent Davis, dis-je en m'écartant. C'est moi qui ai appelé. Voici ma mère et ma sœur. Elles ont intentionnellement détruit un bien d'une valeur de 80 000 $. Avant même que les agents ne puissent regarder la soie déchiquetée sur le sol, ma mère donna une masterclass de manipulation. Elle laissa échapper un sanglot déchirant qui résonna dans le couloir. Agent, s'il vous plaît, vous devez aider ma fille, pleura-t-elle en enfouissant son visage dans l'épaule d'Alia. Alia, suivant le signal, se mit à hurler plus fort, serrant le tissu Verawang ruiné contre sa poitrine comme une enfant terrifiée. Mon père s'avança, les mains levées en geste de reddition pacifique. Je suis vraiment désolé, agent, dit-il de sa voix profonde et réconfortante. Nous sommes tellement embarrassés que vous ayez été appelé pour ça. C'est juste un énorme malentendu. L'agent Miller, un grand homme à l'expression sévère, fronça les sourcils et regarda les ciseaux sur le sol. Quelqu'un a signalé une destruction de biens en Delhi, nota-t-il en sortant son carnet. À qui appartient le tissu? Il appartient à une archive privée. J'en suis la responsable, déclarai-je fermement. Elle est confuse, agent, intervint ma mère en essuyant des larmes complètement sèches. Maya va bientôt se marier et la préparation du mariage a eu un effet terrible sur sa santé mentale. Elle ne dort pas. Elle a ces délires paranoïaques que tout le monde veut saboter son grand jour. Ça me brise le cœur de la voir comme ça. Je regardais ma mère avec incrédulité. L'audace pure de son mensonge était stupéfiante. Elle utilisait mon mariage imminent pour me peindre comme une femme instable et hystérique. Mon père hocha solennellement la tête, se tapotant la poitrine. Nous essayons juste de l'aider à faire du tri dans son placard, mentit-il avec aisance. Nous avons trouvé cette vieille robe de friperie qu'elle avait achetée il y a des années pour peut-être 50 $. Sa sœur Alia a le bal de promo et nous pensions que ce serait une activité amusante de lien familial pour la recycler. Maya est rentrée et a complètement craqué. Elle s'est mise à crier à propos de musées et de dizaines de milliers de $. Nous sommes vraiment inquiets pour son état psychologique. Je vis les 2 agents échanger un regard entendu. Je savais exactement ce qu'ils pensaient. Ils voyaient une adolescente hystérique en pleurs, des parents profondément concernés et une femme froide et détachée faisant des réclamations financières astronomiques sur un morceau de tissu blanc. La dynamique de la pièce avait complètement changé. Pour eux, je n'étais plus la victime d'un crime. J'étais la menace imprévisible. C'est un mensonge absolu, dis-je, la voix durcissant. Je peux fournir la documentation tout de suite. Mais l'agent Davis leva les mains pour m'arrêter. Maman, prenons une respiration, dit-il d'un ton bien trop apaisant. Prenez-vous actuellement des médicaments sur ordonnance pour l'anxiété ou le stress? La question fit l'effet d'une gifle. Je ne fais pas de crise mentale, répondis-je en regardant l'agent dans les yeux. Ma mère laissa échapper un autre hoquet théâtral. Maya, ma chérie, arrête d'inventer des choses, supplia-t-elle en s'avançant vers moi les bras tendus.
Tu te mets dans l'embarras devant la police. Nous t'aimons tellement. Nous pouvons t'obtenir l'aide dont tu as besoin. Dis juste aux gentils agents que tu as fait une erreur pour qu'ils puissent aller attraper de vrais criminels. L'agent Miller soupira et ferma son stylo. Écoutez, mademoiselle, il semble que ce soit une dispute familiale à propos d'un vêtement, dit-il d'un ton ennuyé. Nous n'arrêtons pas les membres de la famille pour avoir modifié une robe. Même si elle valait plus que quelques dollars, c'est une affaire civile. Vous devrez aller en petite créance. Nous ne pouvons pas simplement enfermer votre petite sœur parce que vous avez le trac du mariage. Le gaslighting était si lourd qu'il en devenait suffocant. Ma famille souriait littéralement derrière le dos des agents. Alia essuya ses fausses larmes et offrit au policier son sourire doux et innocent. Je réalisais alors que les faits seuls ne fonctionneraient pas contre le théâtre émotionnel de mes parents. Ils avaient passé toute ma vie à perfectionner cette routine, jouant la famille respectable et honorable tout en m'écrasant discrètement derrière les portes closes. Ils comptaient sur le fait que la police préférerait traiter un simple malentendu domestique plutôt que de traiter une énorme affaire de délit. J'ai besoin que vous regardiez les documents d'évaluation, insistai-je en tendant la main vers mon bureau. Une fois que vous verrez les sceaux officiels et la police d'assurance, vous comprendrez qu'il s'agit de vol qualifié et de destruction de biens. Si vous partez sans prendre de rapport, ma compagnie d'assurance assignera votre commissariat. Les agents hésitèrent. La mention de citation en justice d'assurance et de sceaux officiels les fit marquer une pause. L'agent Davis fronça les sourcils et me fit signe de montrer les papiers. L'expression suffisante de mon père vacilla légèrement. Mais juste au moment où mes doigts effleurèrent l'enveloppe en papier craft, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant nous interrompit. Des pas lourds résonnèrent dans le vestibule, suivis du claquement de talons chers. « Que diable se passe-t-il ici » exigea une voix forte et autoritaire. Je me retournai et vis mon frère aîné, André, entrer dans le couloir. Il portait son costume sur mesure habituel, ayant l'air du garçon en or réussi que mes parents adoraient. Et juste à côté de lui, tenant un sac à main de créateur et arborant une expression de profonde condescendance, se trouvait sa femme, Claire. Elle jeta un regard à la scène, les agents de police, Alia en pleurs et moi près du bureau, et laissa immédiatement échapper un soupir dramatique, comme si elle s'était préparée à ce moment exact toute sa vie. « Maya, ton énergie est très agressive en ce moment, » dit Claire en entrant dans la pièce et en levant les mains dans un geste calmement entraîné. Tu projettes clairement ton anxiété pré-mariage sur Alia et tu crées un environnement émotionnellement dangereux pour toute la famille. Elle se tourna vers les agents de police, leur offrant un sourire chaleureux et compréhensif qui dégoulinait de privilèges. Agent, je suis vraiment désolé pour cette démonstration inutile. Ma belle-sœur a des problèmes de limite profonds et un traumatisme d'enfance non résolu qu'elle refuse de traiter en thérapie. Elle agit de manière excessive. L'agent Miller eut l'air confus, mais Claire ne lui laissa pas le temps de parler. Elle ouvrit son sac de créateur et sortit un chéquier en cuir. Nous sommes une famille respectable, continua-t-elle, sa voix apaisante et confiante. Maya fait juste une crise de panique à propos d'un vieux tissu de friperie. Nous n'avons pas besoin de gâcher votre temps précieux ou l'argent des contribuables pour une crise de colère. Combien valait la robe, Maya? 2 cents $? 300 $? Je vais te faire un chèque tout de suite pour désamorcer cette situation déclenchante et nous pourrons tous avancer avec grâce. André se tenait derrière elle, hochant la tête en accord. Prends juste l'argent, Maya, et arrête de nous embarrasser, marmonna-t-il en croisant les bras. Tu agis comme une folle pour un morceau de tissu. Maman et papa ont raison. Tu dois te faire examiner la tête avant le mariage. C'est pathétique. Je ne sciais pas. Je ne haussais pas la voix. Je sortis simplement toute l'épaisse pile de papier de l'enveloppe en papier craft. Je contournai mon frère et sa femme, marchant droit vers l'agent Davis. Je lui tendis les documents. Je vous suggère de lire la 2e page, dis-je calmement. Spécifiquement la section avec le sceau notarié en relief de la société historique et la valeur d'évaluation confirmée par les assureurs. L'agent Davis prit les papiers. Claire leva les yeux au ciel en laissant échapper un autre soupir exagéré. Maya, ce victimisme performatif est vraiment toxique, dit-elle. Tu ne peux pas juste leur donner des faux papiers et t'attendre à ce qu'ils s'en soucient. Mais l'agent Davis n'écoutait plus Claire. Ses yeux parcoururent la première page et sa posture changea immédiatement. La stance détendue d'un policier gérant une dispute familiale disparut. Il tourna la 2e page et laissa échapper un sifflement bas.
Il tapa sur l'épaule de l'agent Miller et lui tendit l'évaluation. L'agent Miller lut les chiffres soulignés et l'entête officielle du musée. L'expression ennuyée et dismissive disparut complètement de son visage. Il regarda la soie déchiquetée sur le sol puis ma mère et Alia. L'atmosphère dans la pièce devint glaciale. « Madame, je vais vous demander de vous éloigner du tissu, » dit l'agent Miller, sa voix soudain tranchante et strictement autoritaire. « Quel est le problème, agent ?» demanda ma mère, son ton innocent fin vacillant pour la première fois. « Ma belle-fille vient juste d'offrir de payer les dommages. »« Tout va bien ?» L'agent Miller secoua lentement la tête. « Un chèque personnel de $300 ne couvrira pas un artefact de musée de $80 000. »« Maman, » dit-il platement. Ce document authentifie la robe comme un prototype Vera Wang vintage légalement détenu par une archive historique privée. Ce n'est plus une dispute civile en petite créance. C'est une enquête majeure pour délit. La couleur quitta le visage de Claire. Sa mâchoire tomba et son discours de thérapie parfaitement répété s'évapora instantanément. $80 000, s'étrangla-t-elle en me regardant avec une terreur pure. André recula d'un pas, heurtant physiquement le cadre de la porte comme s'il voulait disparaître dans le couloir. Alia regarda frénétiquement entre les agents et nos parents. « Maman, que se passe-t-il » cria-t-elle, la voix craquant de peur réelle. « Dis-leur que je ne l'ai pas fait. Dis-leur que c'était ton idée de la couper. » Mon père s'interposa devant Alia, tendant les mains vers les policiers. « Attendez une minute, » bégaya-t-il, de la sueur perlant sur son front. « Agent, il doit y avoir une erreur. » Maya ment. Elle a imprimé ses papiers sur Internet pour nous faire peur parce qu'elle est jalouse de sa sœur. L'agent Davis tendit la main vers sa ceinture de service et décrocha ses menottes. Le bruit métallique résonna bruyamment dans la petite chambre. « Nous pouvons vérifier les documents avec les directeurs de l'archive au poste, monsieur, » dit-il fermement. « Mais pour l'instant, nous avons une plaignante avec une documentation légale assermentée d'un bien détruit évalué à $80 000 et une suspecte debout dans la pièce tenant les ciseaux. Mademoiselle Alia, j'ai besoin que vous vous tourniez et placiez vos mains derrière votre dos. » Alia laissa échapper un cri perçant. « Non. Je ne peux pas aller en prison. J'ai le bal de promo ce soir, » hurla-t-elle en reculant jusqu'à heurter la porte du placard. « Maman, fais quelque chose. Papa, ne les laisse pas m'emmener. » L'agent Miller s'avança, la main sur sa radio. « Ne rendez pas ça plus difficile que nécessaire. Mademoiselle, tournez-vous maintenant. » Claire recula hors de la pièce, se cachant entièrement derrière André. Elle ne voulait absolument rien avoir à faire avec une situation où son privilège racial et son argent ne pouvaient pas l'acheter. Mon père resta figé, complètement impuissant face à la réalité de la loi qu'il ne pouvait plus charmer ou intimider. Puis ma mère perdit complètement la tête. Le masque soigneusement fabriqué de la douce mère concernée se brisa en 1 million de morceaux, révélant le monstre en dessous. Son visage se tordit en un masque de haine pure. Elle se précipita vers moi, pointant un doigt manucuré à quelques centimètres de mon visage. « Espèce de sale petite ingrate » hurla-t-elle, la voix vibrant de rage. « Rappelle-les tout de suite, Maya. Dis-leur que tu as fait une erreur et abandonne ces accusations immédiatement, ou je te jure devant Dieu que tu le regretteras. » « Je n'abandonne rien, » répondis-je, la voix froide comme la glace. « La compagnie d'assurance exige un rapport d'arrestation. Les actes ont des conséquences. » Les yeux de ma mère s'exorbitèrent de fureur. « Tu veux parler de conséquences » cracha-t-elle avec venin dans chaque mot. Je restais là à regarder la femme qui m'avait mise au monde, écoutant sa menace de voler mon héritage pour protéger l'enfant doré qui venait de détruire ma carrière. Les agents de police marquèrent une pause, leurs mains planant au-dessus des menottes, me regardant pour voir comment je réagirais à cette extorsion flagrante et illégale. Je regardais ma mère et ne ressentis rien d'autre qu'une froide résolution. Je me tournai vers l'agent Miller et hochai la tête. « Faites votre travail, » dis-je calmement. Alia laissa échapper un hurlement pendant que les agents avançaient. Ils ne lui mirent pas les menottes tout de suite, mais lui délivrèrent une citation formelle pour délit et placèrent la robe Vera Wang ruinée dans un grand sac plastique de preuve. Ma mère me hurla dessus, m'appelant par tous les noms terribles qu'elle pouvait penser, tandis que mon père essayait de la retenir. André et Claire s'étaient déjà glissés par la porte d'entrée, refusant d'être associés à la présence policière. Je pris mon sac et mes clés de voiture. Si ma mère pensait qu'elle pouvait me menacer avec le fond de ma grand-mère, elle se trompait lourdement.
Cet argent m'appartenait légalement. Ma grand-mère l'avait configuré pour qu'il se débloque quand je me fiancerais. Je passai devant ma mère hurlante et ma sœur en pleurs, sortis de la maison et montai dans ma voiture. Je conduisis directement à la succursale du centre-ville de la banque où se trouvait le fonds. Mes mains tremblaient sur le volant, mais mon esprit était parfaitement clair. J'allais retirer les 50 000 $ entiers aujourd'hui. Je paierai mon propre mariage et je ne parlerai plus jamais à ma famille. Ils avaient tracé la ligne dans le sable et j'étais enfin prête à m'en aller. Ma grand-mère était la seule personne dans ma famille qui m'avait vraiment aimé. Elle voyait clair dans le favoritisme flagrant de mes parents et savait qu'ils essaieraient de me laisser sans rien. C'est pourquoi elle avait créé le fonds. Elle voulait que j'aie un beau mariage entouré d'amour, pas de contrôle. Je garai ma voiture et entrai dans le grand hall de la banque, ressentant un profond sentiment de but. Je m'approchai du bureau d'accueil et demandai à parler au directeur de succursale concernant un compte fiduciaire à haut rendement. Quelques minutes plus tard, une femme bien habillée nommée Sarah me conduisit dans son bureau aux parois de verre. Elle m'offrit un sourire chaleureux et une bouteille d'eau. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Maya ?» demanda-t-elle en ouvrant mon dossier sur son ordinateur. Je pris une profonde inspiration. « J'ai besoin de transférer le solde entier du fonds de ma grand-mère sur mon compte courant personnel, dis-je. Mon fiancé, Julien, et moi finalisons les prestataires de notre mariage aujourd'hui et je veux sécuriser les fonds pour que ma famille ne puisse pas les utiliser contre moi. » Sarah sourit et tapa mon numéro de compte sur son clavier. Son sourire s'effaça presque immédiatement. Elle se pencha plus près de l'écran, le front plissé de confusion. Elle tapa autre chose puis me regarda avec une expression profondément mal à l'aise. « Maya » commença-t-elle, sa voix descendant à un murmure compatissant. « Il doit y avoir une erreur. Votre compte fiduciaire est fermé. » Je la fixai, sentant l'air quitter mes poumons. « Fermé » répétai-je, le mot lourd et étranger dans ma bouche. « Que voulez-vous dire par fermé ? Ma grand-mère a laissé 50 000 $ sur ce compte. Je n'y ai pas touché depuis sa mort. Il est censé être là, à accumuler des intérêts, jusqu'à mon mariage. » Sarah tourna légèrement son moniteur pour que je puisse voir l'écran, mais les chiffres ne signifiaient rien pour mon cerveau paniqué. « Maya, le solde du compte est 0, expliqua-t-elle doucement. Les fonds ont été entièrement retirés il y a 2 ans. Le compte a ensuite été formellement fermé en raison d'un solde nul. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un tambour. Je me penchai en avant, agrippant le bord de son bureau. « C'est impossible, dis-je, la voix tremblante. Je suis la bénéficiaire principale. Personne d'autre n'a l'autorité de vider ce compte sans ma signature. J'ai besoin de voir les registres de retrait tout de suite. » Sarah hocha rapidement la tête, sentant la panique monter dans la pièce. Elle cliqua rapidement dans le système, sortit les documents archivés. Elle imprima une épaisse pile de papier et les posa sur le bureau entre nous. « Voici le bordereau de retrait final, » dit-elle en pointant une ligne en bas de la page. « Il a été autorisé par le fiduciaire légal, qui est listé comme votre mère, Renée. » Je pris le papier et fixai la signature. C'était l'écriture de ma mère, mais l'autorisation exigeait ma contre-signature pour tout retrait supérieur à 5 000 $. Je regardai de plus près la ligne de signature secondaire. Il y avait mon nom, signé dans une imitation maladroite de mon écriture. Ma mère avait contrefait ma signature. Elle était entrée dans cette même banque il y a 2 ans, avait falsifié mon approbation et volé 50 000 $ de mon héritage. Une vague écœurante de trahison me submergea. Elle venait juste de me menacer de me priver de cet argent il y a moins d'1 heure, agissant comme si elle avait encore le pouvoir de me punir avec. Elle savait que le compte était vide. Elle utilisait un fonds fantôme pour me manipuler. La pure méchanceté de sa tromperie était presque impossible à traiter. L'abus financier n'était pas juste une menace. C'était un crime accompli. « Où est allé l'argent ?» demandai-je, la voix creuse et détachée. « L'a-t-elle retiré en espèces ?» Sarah secoua la tête, tournant la page suivante de l'historique des transactions. « Non », dit-elle en passant son stylo sous une ligne en gras. C'était un virement direct. Les 50 000 $ entiers ont été transférés en une seule somme forfaitaire vers un autre compte dans notre réseau bancaire. « Montrez-moi », exigeai-je. « Montrez-moi exactement où mon argent est allé. » Sarah hésita une fraction de seconde. « Normalement, les banques sont strictes sur la confidentialité,
mais comme ma signature falsifiée avait été utilisée pour autoriser le transfert, elle était légalement obligée de me montrer la destination des fonds volés. Elle poussa la dernière page du relevé bancaire vers moi, la faisant glisser doucement sur le bois poli du bureau. Je regardais le papier. Je m'attendais à voir le compte d'épargne joint de mes parents. Je m'attendais à voir un paiement pour les frais de scolarité de l'école privée coûteuse d'Alia. Je m'attendais à n'importe quoi sauf aux deux noms imprimés clairement en haut du bloc de compte destinataire. Les 50 000 $ n'étaient pas allés à mes parents. Ils n'étaient pas allés à ma sœur. Le reçu de virement montrait que chaque centime de l'argent de ma grand-mère avait été déposé directement sur un compte courant joint détenu par mon frère André et sa femme blanche et gâtée, Claire. Je fixai le papier avec incrédulité. La trahison était complète. Ce n'était pas juste ma mère essayant de me contrôler. Toute la famille était complice du vol de mon avenir. Je remerciai Sarah et demandai des copies certifiées de chaque document. Elle les tamponna et me tendit le dossier épais avec un regard de profonde sympathie. Je sortis de la banque avec les preuves brûlant dans mes mains. Je regardai ma montre. C'était dimanche après-midi. Je savais exactement où tout le monde était. Chaque premier dimanche du mois, mes parents organisaient un énorme barbecue familial dans leur vaste jardin. Tantes, oncles et cousins de tout l'État se rassemblaient pour du barbecue et des ragots. En ce moment, ils écoutaient probablement tous ma mère tisser une toile de mensonges sur à quel point j'étais cruel et instable. Je montai dans ma voiture et conduisis directement à la maison que je venais de quitter. Quand je m'arrêtai au trottoir, la rue était bordée de voitures familières. Je pouvais sentir l'odeur de charbon et de viande rôtie dans l'air. J'entendis le faible son de musique R&B et des rires forts venant de derrière la haute clôture en bois. Je poussai le portail latéral et entrai dans le jardin. Des dizaines de membres de la famille étaient dispersés sur la pelouse, tenant des gobelets en plastique rouge et des assiettes en papier. Au centre de la terrasse, ma mère tenait court. Elle était assise dans une chaise de jardin rembourrée avec un mouchoir pressé contre sa poitrine. Plusieurs de mes tantes tournaient autour d'elle, lui frottant les épaules et ayant l'air furieuse. Alia était assise à proximité, ayant l'air d'une victime traumatisée. J'entendis ma mère parler d'une voix tremblante et théâtrale. Elle a complètement perdu la tête, sanglota-t-elle à tante Denise. Elle a appelé la police sur sa propre sœur pour un morceau de tissu poubelle. Elle a essayé de faire arrêter Alia juste avant le bal de promo. Nous ne savons pas ce qui ne va pas chez Maya, mais elle est devenue si haineuse envers nous. Tante Denise secoua la tête avec dégoût. Tu as toujours donné trop de liberté à cette fille, René, dit-elle. Je marchai droit à travers le milieu du jardin. La musique sembla s'estomper quand les gens me remarquèrent. La conversation s'arrêta au milieu d'une phrase. Les têtes se tournèrent et les yeux me lancèrent des regards de jugement pur. Je m'en fichais. Je marchai directement vers la grande table pliante chargée de plateaux de haricots cuits, de côtes levées et de salades de pommes de terre. Ma mère leva les yeux et me vit. Elle pressa immédiatement sa main sur son cœur et laissa échapper un fort hoquet dramatique. « Maya » cria-t-elle, la voix tremblant parfaitement. « Pourquoi es-tu ici? N'as-tu pas causé assez de dommages pour une journée? S'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Nous ne pouvons plus supporter tes abus. » Mon père s'avança, gonflant la poitrine. « Tu as beaucoup de culot de montrer ton visage ici, » grogna-t-il. « Tu as ruiné la journée de ta sœur et brisé le cœur de ta mère. Sors de mon jardin avant que je te fasse partir. » André et Claire se tenaient près du grill. André avait l'air nerveux, mais Claire arborait une expression suffisante de supériorité. Elle pensait probablement que son argent et son privilège blanc la rendaient intouchable dans cette dynamique familiale. Elle s'appuya contre André, lui murmurant quelque chose à l'oreille et levant les yeux au ciel vers moi. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je marchai droit jusqu'à la table de nourriture et claquai la grosse pile de documents bancaires certifiés directement au centre d'un énorme plateau en aluminium de salade de pommes de terre. La mayonnaise et la moutarde éclaboussèrent les bords, mais l'encre noire audacieuse sur la page du haut resta parfaitement visible. « Je ne suis pas ici pour une assiette, » dis-je, ma voix portant clairement à travers le jardin silencieux. « Je suis ici pour mes 50 000 $. Le hoquet collectif de la famille élargie fut audible. Les fausses larmes de ma mère disparurent instantanément. Elle fixa les papiers dans la nourriture et son visage devint couleur craie. Mon père se figea, sa routine de dur à cuire s'effondrant quand il regarda le logo de la banque.
De quoi parles-tu? Demanda tante Denise en s'avançant et en regardant les papiers sales. Quoi? 50 000 $? Je me tournai vers tout le jardin, m'assurant que tout le monde pouvait entendre chaque mot. Il y a 2 ans, ma mère est entrée dans une banque et a contrefait ma signature, annonçai-je clairement. Elle a vidé l'intégralité du fonds de 50 000 $ que grand-mère m'avait laissé pour mon mariage. Elle l'a volé. Mensonge, hurla ma mère en sautant de sa chaise. Elle invente encore des choses. Ne l'écoutez pas. Elle est malade. Je pointai les papiers dans la nourriture. Les relevés bancaires certifiés sont juste là, dis-je. Mais elle n'a pas gardé l'argent pour elle. Non, elle a viré chaque centime de l'argent de ma grand-mère à André et Claire. Tous les yeux se tournèrent immédiatement vers le grill. André avait l'air sur le point de vomir. Il recula d'un pas, levant les mains défensivement. « Attendez, on peut expliquer » bégaya-t-il nerveusement. C'était un prêt. Nous avions besoin d'argent pour notre entreprise immobilière. Maman a dit que tu avais accepté de nous le prêter. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit parce que je ne savais pas, répliquai-je. Vous avez tous conspiré pour me voler et vous avez eu l'audace de rester dans ma maison aujourd'hui et de m'appeler folle pendant que vous achetiez des voitures de luxe avec mon héritage. La famille élargie éclata en murmures chaotiques. Tante Denise regarda ma mère avec un choc pur. « Tu as volé ton propre enfant pour le donner à ton fils ?» demanda-t-elle, la voix pleine de dégoût. Ma mère était piégée. Le récit qu'elle avait passé des heures à construire s'effondrait autour d'elle. Mais pendant que je regardais sa panique, je remarquai un mouvement du coin de l'œil. C'était Claire. Claire s'était discrètement éloignée d'André et se rapprochait de moi. Son visage était un masque de peur exagéré, mais ses mains bougeaient délibérément. Elle tenait son smartphone baissé à son côté, l'écran tourné loin de la foule. Un petit point rouge clignotait en haut de l'écran. Elle enregistrait l'audio. Elle voulait que j'explose. Elle essayait de m'inciter à crier ou à faire une menace physique pour pouvoir courir à la police et déposer un rapport pour abus envers les personnes âgées ou menaces terroristes contre la famille. « Maya, tu agis violemment en ce moment, » dit Claire, sa voix tremblant de terreur parfaitement feinte. « Tu menaces ta mère âgée et détruis des biens. Nous nous sentons très en danger. S'il te plaît, ne fais de mal à personne, Maya. Nous savons que tu n'es pas dans ton état normal. » Je savais exactement ce que Claire faisait. Elle posait les bases de son propre récit de victime. Mais avant que je puisse formuler une réponse, le portail en bois du jardin s'ouvrit à nouveau. C'était Julien. Mon fiancé entra sur la terrasse, prenant la scène avec une intensité calme. Il venait d'une réunion en ville, portant encore son costume sur mesure, ayant l'air du analyste financier senior qu'il était. Il jeta un regard à mon visage, au relevé bancaire couvert de salade de pommes de terre, et Claire s'approchant lentement de moi avec son téléphone. Julien n'hésita pas. Il marcha droit vers Claire et lui arracha doucement le téléphone de la main. Et, couina-t-elle, abandonnant instantanément son acte de tremblement fin. Rends-le-moi. C'est une propriété privée. Julien regarda l'écran, appuya sur le bouton d'arrêt et supprima l'enregistrement. Puis il lui rendit le téléphone avec un sourire poli et froid. « Je suis désolé, Claire, dit-il, la voix stable et professionnelle. Mais en tant que conseiller légal et financier de ma fiancée, je ne peux pas te permettre d'enregistrer illégalement sans consentement dans un État qui exige le consentement des deux parties, surtout quand tu essaies activement de manipuler le récit pour couvrir une fraude par virement en délit. » Tout le jardin devint complètement silencieux à nouveau. Même le vent sembla s'arrêter. Julien tourna son attention vers André, qui transpirait maintenant abondamment. Julien avait un esprit brillant pour les chiffres et une mémoire encore plus tranchante pour les erreurs financières. « André, » dit-il en s'adressant à mon frère comme à un témoin hostile dans une salle de conseil. « Je me demandais comment tu avais réussi à obtenir l'hypothèque pour ce projet d'hôtel-boutique en centre-ville. Celui qui perd de l'argent depuis 18 mois. Les maths n'avaient jamais de sens. Ton ratio dette-revenu était trop élevé et tu n'avais pas le capital liquide pour la compte. » André avala difficilement, cherchant une issue. « Julien, je ne pense pas que ce soit le moment ou l'endroit pour une discussion d'affaires, » marmonna-t-il. « C'est exactement le moment, » répondit Julien fermement. « Parce que maintenant je vois la pièce manquante du puzzle. Tu avais besoin de 50 000 $ en argent propre et non traçable pour montrer au prêteur que tu avais des garanties.
Alors, toi et Claire avez convaincu ta mère de contrefaire la signature de Maya et de vider un fonds protégé. Claire s'avança, le visage rouge de colère et d'embarras. Tu ne sais pas de quoi tu parles, siffla-t-elle. Nous sommes des promoteurs à succès. Nous n'avons pas besoin de voler qui que ce soit. Nous avons pris un prêt à court terme de la famille. Et tu vas le rembourser, coupa Julien à travers ses mensonges comme un couteau. La propriété du centre-ville fait face à une saisie le mois prochain. J'ai consulté les registres publics la semaine dernière parce que je considérais vous offrir un rachat. Vous êtes surendetté sur 3 propriétés différentes. Vos lignes de crédit sont maxées et vous évitez actuellement les appels de vos entrepreneurs. Tu es en train de te noyer dans les dettes, Claire. Vous n'avez pas emprunté cet argent pour investir. Vous l'avez volé pour survivre. La révélation frappa la foule comme une onde de choc. Les tantes et oncles qui avaient toujours admiré la supposée richesse d'André commencèrent à murmurer frénétiquement entre eux. Le garçon en or, l'entrepreneur à succès, était une fraude complète. Il avait construit tout son style de vie de luxe sur un héritage volé et une montagne de dettes cachées. Ma mère s'effondra dans sa chaise de jardin, paraissant petite et vaincue. Tante Denise secoua lentement la tête, les yeux remplis de dégoût. « René, dit-elle calmement, tu as sacrifié l'avenir de ta propre fille pour soutenir une entreprise en faillite. Tu es honteuse. » Mon père, Calvin, en avait assez entendu. Sa fierté ne pouvait pas supporter d'être démantelée publiquement dans son propre jardin. Il marcha vers Julien, gonflant la poitrine, essayant d'utiliser sa taille physique pour l'intimider. « Écoute-moi, petit arrogant en costume, grogna-t-il en pointant un gros doigt sur la poitrine de Julien. Tu penses que tu peux entrer chez moi et manquer de respect à ma famille comme ça? Tu penses que parce que tu travailles à Wall Street, tu es intouchable? Je connais des gens dans le quartier financier. Je connais des associés de ton cabinet. Si tu ne fermes pas ta bouche et ne sors pas d'ici tout de suite, je passe un coup de fil et je détruis ta carrière avant le coucher du soleil. » Julien ne scia pas. Il ne recula pas. Il sortit simplement de la poche intérieure de sa veste un élégant porte-carte en argent. Il en sortit une carte blanche nette et la tendit à mon père. « Vas-y, Calvin, dit Julien, la voix dangereusement calme. Mon père fixa la carte, la main tremblant légèrement. La menace avait complètement retourné. Il avait essayé de jouer le patriarche puissant, mais il était complètement surpassé par un homme qui avait construit sa vie sur un vrai travail acharné au lieu de mensonges et de vols. Julien se tourna vers moi, prenant ma main dans la sienne. « On en a fini ici ?» demanda-t-il doucement. Je regardais autour du jardin les restes brisés de la réputation de ma famille. La vérité était enfin au grand jour et il n'y avait plus nulle part où se cacher. « Oui, dis-je en serrant sa main. On en a fini ici. » Nous sortîmes de ce jardin et ne regardâmes pas en arrière. Le trajet de retour fut calme, mais c'était un silence confortable. Pour la première fois en 28 ans, je me sentais complètement détaché du poids toxique des attentes de mes parents. Julien tint ma main tout le trajet, son pouce frottant doucement mes articulations. Quand nous entrâmes enfin dans mon appartement, je m'effondrai sur le canapé, me sentant physiquement épuisé mais mentalement plus légère que jamais. Je pensais que le pire de la tempête était derrière moi. Je pensais qu'exposer les 50 000 $ volés dans l'entreprise immobilière en faillite d'André les forcerait à se retirer dans l'ombre de leur propre honte. J'avais sous-estimé leur désespoir et j'avais gravement sous-estimé le besoin d'attention d'Alia. Le lendemain matin, je me réveillai avec mon téléphone vibrant agressivement sur la table de nuit. Je tendis la main et le saisis, clignant des yeux contre l'écran lumineux. Il était à peine 6 heures, mais j'avais 47 appels manqués et plus de 200 messages textes. Ils n'étaient pas de ma famille. Ils venaient de numéros inconnus, d'anciennes connaissances de l'université et de quelques cousins éloignés qui n'avaient pas été au barbecue. Je m'assis, mon cœur commençant à s'emballer. Julien remua à côté de moi, demandant ce qui n'allait pas. J'ouvris le premier message texte. C'était un lien vers une vidéo sur les réseaux sociaux accompagné d'un message m'appelant un monstre. Je tapai le lien et l'application s'ouvrit immédiatement. Il y avait ma sœur de 18 ans, Alia, assise sur son lit. Elle portait un sweat à capuche trop grand, paraissant petite et vulnérable. Son maquillage était parfaitement étalé pour avoir l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Une musique triste de piano jouait doucement en arrière-plan. Elle regarda directement la caméra et laissa échapper un sanglot brisé avant de commencer à parler. « Salut tout le monde,
renifla-t-elle en essuyant une fausse larme. Je ne voulais pas amener le drame familial sur Internet, mais j'ai peur et j'ai besoin d'aide. Hier, ma grande sœur Maya a essayé de me faire arrêter et jeter en prison juste pour ruiner mon bal de promo du lycée. Je fixais l'écran, sentant mon sang se glacer. La vidéo avait déjà plus de 3 millions de vues. Alia continua à tisser l'histoire la plus tordue et manipulatrice que j'ai jamais entendue. Elle raconta à ces millions de spectateurs que j'étais profondément jalouse de sa jeunesse et de son bal de promo imminent. Elle prétendit qu'elle avait accidentellement déchiré une robe bon marché de friperie en essayant de m'aider à nettoyer ma chambre et que j'avais complètement perdu la tête. Elle omit délibérément le fait qu'elle et ma mère avaient pris des ciseaux sur un artefact de musée de 80 000 $. Elle omit le fait que ma mère avait contrefait ma signature pour voler 50 000 $. Au lieu de cela, elle me peignit comme une femme mauvaise et amère qui haïssait sa propre famille. Mais Alia ne s'arrêta pas là. Elle savait exactement comment manipuler l'algorithme Internet. Elle se pencha vers la caméra, la voix tremblante de traumatisme fabriqué. Elle dit que j'essayais d'utiliser la police pour traumatiser une jeune fille noire. Elle prétendit que je weaponisais le système judiciaire pour détruire son avenir à cause d'un vieux morceau de tissu. « S'il vous plaît, aidez-moi », supplia-t-elle à la fin de la vidéo. Ma sœur travaille à l'Archive High Society Historical Fashion Archive en centre-ville. Elle gère les dons de donateurs riches. Si elle peut faire ça à sa propre chair et à son sang, imaginez ce qu'elle fait aux gens avec qui elle travaille. Elle veut ruiner ma vie avant même que je ne termine le lycée. La vidéo se termina et boucla au début. Je laissai tomber le téléphone sur le lit. Je me sentis malade à l'estomac. Julien prit le téléphone et regarda les commentaires. C'était un bain de sang absolu. Des milliers d'étrangers en colère exigeaient justice pour Alia. Ils m'appelaient psychopathe, vieille mégère amère et traîtresse classiste. Mais les insultes personnelles n'étaient pas le pire. Le pire était la campagne ciblée contre mon lieu de travail. Julien commença à faire défiler les pages d'avis publics pour la boutique privée et le musée où je travaillais. En l'espace de 12 heures, notre note parfaite de 5 étoiles avait chuté à 1,2. Des centaines d'avis 1 étoile inondaient de personnes qui n'avaient même jamais mis les pieds dans le bâtiment. Ils taguaient les comptes officiels de l'archive, exigeant que je sois licencié immédiatement. Ils appelaient les lignes principales du bureau, laissant des messages vocaux en colère, menaçant de protester devant les portes du musée. Ma sœur et ma famille avaient weaponisé Internet pour détruire la seule carrière qui m'avait jamais importé. Je dois aller au travail, dis-je, la voix à peine un murmure. Je dois expliquer ça à Vivien avant qu'elle ne le voie en ligne. Julien me dit de rester à la maison et de laisser les avocats s'en occuper, mais je refusai. J'avais travaillé trop dur pour construire ma réputation dans le monde de l'archivage de mode. Je n'allais pas laisser les fausses larmes d'Alia me l'enlever sans me battre. Je m'habillais dans un brouillard, sentant un lourd nœud de peur se former dans ma poitrine. Le trajet en centre-ville ressemblait à une marche vers la mort. Quand je me garais devant le beau bâtiment en briques qui abritait l'archive, je remarquai une camionnette de presse garée de l'autre côté de la rue. La vidéo d'Alia avait généré tellement d'indignation que les blogs locaux commençaient à reprendre l'histoire. Je gardai la tête baissée et me précipitai par l'entrée arrière. L'atmosphère dans la salle du personnel était incroyablement tendue. Mes collègues levèrent les yeux quand j'entrai, leur regard s'évitant rapidement. La réceptionniste me donna un regard sympathique mais terrifié. Il était clair que tout le monde avait déjà vu la vidéo. Avant même que je puisse poser mon sac, mon téléphone de bureau sonna. C'était l'accueil. Maya, murmura la réceptionniste. Vivien veut te voir dans son bureau tout de suite. Vivien était la fondatrice et directrice de l'archive. C'était une femme noire puissante et brillante qui ne tolérait pas les bêtises de quiconque. Elle avait construit cette institution à partir de rien et protégeait farouchement sa réputation. Marcher dans le long couloir vers son bureau ressemblait à marcher vers mon exécution. Je frappai légèrement à la lourde porte en chêne et entendis sa voix tranchante me dire d'entrer. J'ouvris la porte et entrai. Vivien se tenait derrière son énorme bureau en acajou. Elle ne regardait ni son ordinateur ni les emails en colère inondant sa boîte de réception. Elle tenait une seule feuille de papier dans la main. C'était un fax qui venait juste d'arriver par la machine sur son crédence. Elle leva les yeux du papier et verrouilla son regard sur moi. Son expression était complètement indéchiffrable. Aucune de nous ne parla.
Le silence dans la pièce était assourdissant pendant que j'attendais qu'elle me tende mes papiers de licenciement et mette fin à ma carrière pour toujours. Vivien contourna son bureau en acajou et me tendit la seule feuille de papier. Je me préparais au mot « cessation d'emploi ». Mais quand mes yeux parcoururent la page, je réalisai que c'était autre chose. C'était une copie du rapport de police officiel de l'après-midi précédent. « Assieds-toi, Maya, dit-elle, la voix tranchante mais pas méchante. Tu as l'air sur le point de t'évanouir. » Je m'assis dans le fauteuil en cuir en face d'elle, les mains tremblantes. « Je suis vraiment désolé, Vivien, commençai-je, la voix craquant. Je sais ce qui se passe en ligne. Je sais que les gens attaquent l'archive. Je vais faire mes cartons tout de suite. » Vivien claqua sa main sur le bureau, me faisant sursauter. « Tu ne feras rien de tel, aboya-t-elle. Tu penses que j'ai construit cette institution pendant 30 ans juste pour laisser une adolescente menteuse et une foule de trolls internet dicter qui j'emploie? Je sais exactement qui tu es, Maya. Tu es l'archiviste la plus dévouée que j'ai jamais embauchée. Tu traites ces pièces historiques avec la révérence qu'elles méritent. » Elle pointa le rapport de police. « J'ai parlé à la police ce matin, » continua Vivien. Vivien appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. « Faites-les entrer, dit-elle. » La lourde porte en bois s'ouvrit et 2 hommes en costumes impeccables entrèrent. C'étaient les associés seniors de l'équipe juridique d'entreprise. Vivien les présenta comme Monsieur Harrison et Monsieur Montgomery. « Nous n'allons pas juste laisser ta famille détruire une pièce d'histoire de la mode et salir le nom de cette institution sur Internet, » dit Vivien en s'asseyant sur le bord du bureau. Monsieur Harrison ouvrit une épaisse mallette en cuir et sortit une pile de documents légaux. « Mademoiselle Maya, dit-il, la voix douce et professionnelle. Ta sœur a commis une erreur critique quand elle a spécifiquement nommé cette archive dans sa vidéo diffamatoire en dirigeant ses followers pour attaquer notre entreprise. Elle est passée d'une dispute familiale personnelle à du sabotage d'entreprise. Nous déposons un énorme procès civil contre ta sœur et tes parents, ajouta Monsieur Montgomery. Tes parents sont nommés comme co-défendeurs parce qu'ils ont activement participé à la destruction de la robe et hébergent actuellement le bien volé. Le procès est pour 250 000 $. Cela couvre les 80 000 $ de valeur de la robe et 170 000 $ supplémentaires en dommages punitifs pour diffamation, dégradation de marque et harcèlement ciblé. Je restais assise là complètement stupéfaite. 250 000 $. C'était une somme stupéfiante. Mes parents étaient déjà secrètement ruinés à force de financer l'entreprise immobilière en faillite d'André. Ce procès les ruinerait absolument. Mais en pensant à ma mère contrefaisant ma signature et ma sœur souriant pendant qu'elle découpait ma robe de mariée, je ne ressentis absolument aucune pitié. Ils l'avaient cherché. Tes parents pensaient qu'ils pouvaient utiliser l'opinion publique pour t'intimider, dit Monsieur Harrison. Mais le vrai tribunal ne se soucie pas des likes sur les réseaux sociaux. Les preuves contre eux sont accablantes. En raison de l'enquête en cours pour délit et du risque élevé de fuite concernant les fonds volés, expliqua M. Harrison, nous avons déposé une motion ex parte d'urgence auprès d'un juge fédéral ce matin. Le juge a examiné le rapport de police, les preuves de fraude bancaire fournies par ton fiancé et la vidéo de diffamation virale. Le juge a accordé notre demande de gel immédiat des actifs. Qu'est-ce que cela signifie, demandai-je, le cœur battant. Cela signifie qu'à partir de 10 heures ce matin, chaque compte bancaire, carte de crédit et ligne de crédit attachée à tes parents et à ta sœur a été complètement gelée, dit Monsieur Montgomery avec un sourire satisfait. Ils ne peuvent pas retirer d'argent. Ils ne peuvent pas transférer des fonds. Ils ne peuvent même pas acheter une tasse de café. Leur existence financière est officiellement verrouillée jusqu'à la résolution de cette affaire. Vivien sourit chaleureusement et posa une main sur mon épaule. Retourne à ton bureau, Maya, dit-elle doucement. Fais ton travail. Ne regarde pas Internet. Laisse les avocats faire ce qu'ils font le mieux. Je sortis de son bureau en ayant l'impression de flotter. Pour la première fois de ma vie, j'avais des personnes puissantes qui se battaient pour moi. Je n'étais plus le bouc émissaire de la famille. J'étais une professionnelle valorisée et mes abuseurs allaient affronter tout le poids écrasant de la loi. Pendant que j'étais assise à mon bureau en sécurité à examiner des techniques de préservation, une scène très différente se déroulait de l'autre côté de la ville. Ma mère et Alia avaient décidé de passer la matinée à célébrer leur victoire perçue. Puisqu'Alia avait convaincu Internet qu'elle était une victime, elle se sentait complètement invincible.
Elle allèrent à la boutique de robes de mariée et de tenues formelles la plus chère de la ville pour trouver une nouvelle robe pour Alia pour le bal ce soir. Elles paradèrent dans la boutique, sirotant du champagne gratuit et traitant le personnel comme des serviteurs personnels. Alia défila devant les miroirs, enregistrant plus de vidéos pour ses followers, se vantant d'être la reine incontestée du bal de promo. D'après les messages vocaux que ma mère me laisserait frénétiquement plus tard cet après-midi, elles passèrent 3 heures à essayer des robes de luxe. Alia sélectionna finalement une robe perlée sur mesure qui coûtait près de 2000 $. Ma mère choisit aussi des chaussures de créateur assorties et des bijoux en cristal importés pour compléter le look. Elles s'approchèrent du comptoir en marbre, rayonnant d'arrogance et d'entitlement. Ma mère tendit sa carte de crédit platine à la caissière avec un sourire suffisant. La caissière passa la carte dans la machine. Elle bipa bruyamment. L'écran clignota rouge. Refusé. Ma mère ricana, levant les yeux au ciel. Repasse-la, exigea-t-elle. Ta machine doit être cassée. J'ai une limite massive sur cette carte. La caissière essaya à nouveau. Le même bip fort résonna dans la boutique calme, refusé. Devenant frustrée, ma mère fouilla dans son sac de créateur et sortit sa carte de débit. Très bien, utilise juste celle-ci, claqua-t-elle, assez fort pour que les autres clients riches entendent. La caissière passa la carte de débit. Refusé. Alia commença à se déplacer inconfortablement, regardant autour d'elle les gens qui les fixaient. Maman, que se passe-t-il, murmura-t-elle. Paie juste pour qu'on puisse partir. Ma mère transpirait maintenant. Elle sortit une 3e carte, un compte professionnel partagé avec mon père. Elle la jeta pratiquement à la caissière. Le résultat fut exactement le même. Chaque morceau de plastique dans son portefeuille était complètement inutile. Le gérant de la boutique s'approcha, demandant s'il y avait un problème. Ma mère, humiliée et paniquée, sortit son téléphone et appela directement la banque. Elle le mit sur haut-parleur, ayant l'intention de crier sur un représentant du service client. Au lieu de cela, elle fut dirigée vers le département de conformité légale. Une voix automatisée froide répondit à son appel, délivrant un message qui fit complètement disparaître le sang de son visage. Nous sommes désolés, mais tous les comptes associés à ce numéro de sécurité sociale ont été gelés par ordonnance d'un tribunal fédéral en attendant un litige civil et pénal. Veuillez contacter le département légal pour plus d'informations. J'étais assise sur mon canapé ce soir-là, fixant vaguement la télévision muette, quand la sonnette retentit. Le bruit soudain me fit sursauter. Je regardai l'horloge murale. Il était presque 19 heures. Je n'attendais pas Julien avant 1 heure et je n'attendais certainement aucune livraison. Je marchai doucement jusqu'à la porte d'entrée et regardai par le Judas. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Debout dans le couloir faiblement éclairé se trouvaient ma mère, mon père et Alia. Mon père tenait un grand sac en papier graisseux du restaurant italien local que j'aimais quand j'étais adolescente. Ma mère serrait un triste bouquet de carnations bon marché de l'épicerie. Je savais exactement pourquoi ils étaient là. Le gel fédéral des actifs avait pris effet. La réalité de leur ruine financière s'était enfin imposée quand leur carte de crédit avait été refusée à la boutique de robes. Ils n'étaient plus les membres arrogants et intouchables de la famille qui avaient ri de moi plus tôt dans la journée. Ils étaient acculés, désespérés et cherchaient une issue. Avant même d'atteindre la poignée de porte, je sortis mon téléphone portable de ma poche. J'ouvris l'application de mémo vocal, appuyai sur le bouton rouge d'enregistrement et glissai le téléphone sous un bol décoratif sur la console juste à côté de la porte. Puis je pris une profonde inspiration et ouvris. Maya, ma chérie, roucoula ma mère au moment où la porte s'ouvrit. Sa voix dégoulinait d'une douceur artificielle et écœurante qui me retourna immédiatement l'estomac. Nous t'avons apporté tes itis au four et pain à l'ail préféré. On peut entrer et parler? Je ne souris pas. Je ne m'écartai pas immédiatement. Je les regardais juste, prenant leur posture vaincue. Après un long moment, je reculai sans un mot, leur permettant d'entrer dans mon sanctuaire. Ils entrèrent en traînant les pieds dans mon appartement, paraissant complètement déplacés parmi mes meubles soigneusement choisis et mon atmosphère calme. Mon père se dirigea immédiatement vers l'îlot de cuisine, posant le sac graisseux et sortant maladroitement les contenants en plastique. Il essayait très fort d'agir comme si c'était juste un dîner familial normal et décontracté un dimanche soir. Alia traînait derrière eux, les bras croisés serrés sur sa poitrine. Elle avait l'air absolument misérable,
mais elle força un sourire tendu et crispé sur son visage quand elle me surprit à la regarder. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était seulement désolée d'avoir été publiquement humiliée à la boutique et de ne pas avoir pu acheter sa robe de rêve pour le bal. Nous savons que les tensions ont été incroyablement élevées aujourd'hui, commença mon père en s'éclaircissant la gorge tout en évitant le contact visuel direct avec moi. Il s'appuya contre le comptoir, agrippant le bord fermement. Malentendu, répétai-je, laissant le mot planer lourdement dans la pièce calme. Tu veux dire la partie où ma sœur et ma mère ont pris des ciseaux sur un artefact de musée de 80 000 $? Ou tu veux dire la partie où ma mère a contrefait ma signature, commis une fraude bancaire et volé 50 000 $ de mon héritage pour financer l'entreprise en faillite d'André? Ma mère se lança immédiatement dans sa routine répétée. Elle enfouit son visage dans ses mains et commença à sangloter, mais comme plus tôt, il n'y avait pas de vraies larmes. C'était une démonstration entièrement théâtrale de larmes de crocodile destinées à manipuler mes émotions. Ce n'était pas comme ça, Maya, pleura-t-elle, la voix étouffée par ses mains. Nous étions désespérés. L'entreprise immobilière d'André était en train de couler et nous essayions juste d'empêcher la famille d'une ruine totale. Nous avions pleinement l'intention de rembourser chaque centime à ton fonds avant ton mariage. Et concernant cette robe, nous n'avions honnêtement aucune idée que c'était une pièce historique. Alia n'est qu'une enfant jeune et naïve. Elle a fait une erreur stupide et inoffensive parce qu'elle voulait être belle pour son bal de promo. Tu ne peux pas sérieusement vouloir ruiner toute sa vie et la mettre en prison pour un morceau de soie blanche. Je la fixai, ressentant un profond dégoût. Elle a 18 ans, dis-je froidement. Elle est légalement adulte et elle est allée en ligne et a essayé de détruire ma carrière en mentant à des millions d'étrangers. Ce n'est pas une erreur naïve. C'est du sabotage d'entreprise malveillant. Mon père s'avança, levant les mains dans un geste apaisant. Nous te demandons d'être la plus grande personne ici, Maya, supplia-t-il, sa voix descendant dans un registre désespéré. Nous avons besoin que tu abandonnes le procès civil et que tu annules la police. La banque a complètement gelé tous nos comptes ce matin. Nous n'avons absolument rien. Nous ne pouvons même pas acheter d'épicerie en ce moment. Tu dois appeler ta patronne, Vivien, et lui dire que c'était un énorme malentendu. Dis à la police que tu avais réellement donné la permission à Alia de modifier la robe vintage et que tu l'as simplement oubliée à cause du stress du mariage. L'audace pure de sa demande me laissa sans voix un moment. Je regardais entre mon père et ma mère, essayant de comprendre comment leurs esprits fonctionnaient. Vous voulez que je mente aux autorités fédérales, demandai-je, la voix dangereusement calme. Vous me demandez activement de commettre un parjure, de prendre le blâme pour un délit, juste pour protéger la sœur qui a essayé de ruiner ma vie? Ma mère essuya ses yeux secs et hocha vigoureusement la tête, comme si moi prenant le blâme et risquant la prison était la solution la plus logique au monde. Oui, Maya, dit-elle sans la moindre ironie. Parce que c'est ce que la famille fait. Nous faisons des sacrifices pour nous protéger les uns les autres du monde dur. Et honnêtement, puisque ta petite scène dramatique avec la police nous a causé tant de détresse financière extrême, nous pensons qu'il est seulement juste que tu fasses aussi des compromis sur tes arrangements de mariage. Elle s'approcha, regardant autour de mon appartement d'un œil critique. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de t'aider avec un lieu chic ou un traiteur cher désormais, continua-t-elle, son ton passant soudain de suppliant à exigeant. Si tu veux prouver que tu tiens encore à cette famille et que tu es vraiment désolé d'avoir réagi de manière excessive, tu abandonneras toutes les accusations criminelles tout de suite et accepteras de te marier juste dans notre jardin. Nous organiserons un petit barbecue pour toi. C'est un compromis parfaitement raisonnable et c'est le moins que tu puisses faire après tout le terrible trouble que tu nous as causé aujourd'hui. Je restais figé au milieu de mon salon, écoutant le magnétophone caché capturant tranquillement chaque mot de leur tentative d'extorsion insensée. Ils étaient venus s'excuser, mais ils avaient d'une manière ou d'une autre tordu le récit si profondément qu'ils exigeaient maintenant que je m'excuse auprès d'eux et que je sacrifie mon mariage de rêve pour compenser leurs crimes. Avant que je puisse même formuler une réponse, la porte de l'appartement s'ouvrit plus grand. Claire entra. Elle devait attendre dans le couloir, laissant mes parents faire le gros du travail émotionnel avant de plonger pour gérer les aspects légaux. Elle portait une veste élégante et tenait un dossier en cuir lisse. Elle regarda autour de mon appartement avec le même jugement calme qu'elle affichait toujours. « Maya, soyons pratiques, » dit Claire, sa voix douce et entièrement dépourvue d'empathie. Le procès que tu as déposé est frivole et il va seulement drainer tes ressources. Nous savons tous que tu ne peux pas te permettre une bataille juridique prolongée contre mon cabinet.
J'ai pris la liberté de rédiger une renonciation complète à la responsabilité et une déclaration de rétractation formelle. Elle ouvrit le dossier en cuir et sortit une épaisse pile de papiers agrafés. Elle les posa sur mon îlot de cuisine, juste à côté du sac de plats à emporter graisseux. Si tu signes ça, continua Claire en tapotant un ongle manucuré sur la ligne de signature, tu rétractes officiellement ta déclaration à la police. Tu reconnais que tu avais donné la permission à Alia de modifier la robe et tu abandonnes le procès civil immédiatement. En échange, la famille te pardonnera ton éclat émotionnel et nous pourrons tous avancer. Tes parents te permettront même encore d'utiliser leur jardin pour ton mariage. C'est une offre très généreuse, Maya. Je regardais les papiers. Je regardais Claire. Puis je regardais mes parents. Ils me fixaient tous, s'attendant à ce que je cède. Ils s'attendaient à ce que l'ancienne Maya s'effondre sous la pression de leur déception combinée. Je savais que je devais leur donner exactement ce qu'ils voulaient entendre. Je devais leur faire croire qu'ils avaient gagné pour pouvoir sécuriser la pièce finale de preuve pour les enterrer. Je laissais mes épaules s'affaisser. Je forçais ma respiration à devenir superficielle et saccadée. Je regardais le sol et laissais une seule larme couler sur ma joue. C'était une performance digne d'un Oscar. Mais ayant survécu à cette famille pendant 28 ans, je savais exactement comment jouer la fille brisée. Je veux juste retrouver ma famille, murmurai-je, laissant ma voix craquer parfaitement. Je suis si fatigué de me battre. Je veux juste que tout redevienne normal. Ma mère s'avança immédiatement, m'enveloppant dans une étreinte suffocante. Oh, Maya, murmura-t-elle en me caressant les cheveux. Nous voulons ça aussi, ma chérie. Nous voulons juste que notre famille soit à nouveau entière. Signe juste les papiers et toute cette laideur sera terminée. Je m'éloignai doucement de son étreinte et marchai vers l'îlot de cuisine. Je pris le stylo que Claire avait commodément fourni. Je fis planer la pointe du stylo au-dessus de la ligne de signature. Mon père laissa échapper un lourd soupir de soulagement. Claire sourit d'un sourire serré et victorieux, mais je m'arrêtai. Je posai le stylo sur le comptoir en granit. Je vais signer, dis-je, la voix tremblant légèrement. Je vais prendre le blâme et je vais me marier dans le jardin. Mais j'ai besoin d'une chose d'abord. Claire fronça les sourcils, son sourire victorieux vacillant. Que veux-tu dire par tu as besoin d'une chose, demanda-t-elle sèchement. Ce n'est pas une négociation, Maya. Je regardai directement ma mère. J'ai besoin qu'Alia s'excuse auprès de moi, dis-je fermement. Elle a essayé de ruiner ma carrière sur Internet aujourd'hui. Elle s'est tenue dans ma chambre et a détruit quelque chose qui était incroyablement important pour mon travail. Je suis prête à prendre le blâme pour elle pour la garder hors de prison, mais elle doit me regarder dans les yeux et me dire qu'elle est désolée. Ma mère laissa échapper un soupir exaspéré. Maya, s'il te plaît, ne sois pas difficile, gémit-elle. Alia attend en bas dans la voiture. Elle était trop bouleversée pour entrer. Elle n'est qu'une enfant et ses nerfs sont complètement à vif après toute cette épreuve. Alors appelle-la, insistai-je en croisant les bras. Appelle-la sur haut-parleur. Si elle ne peut même pas dire qu'elle est désolée d'avoir détruit ma vie, je ne signe rien. Mon père hocha rapidement la tête vers ma mère. Appelle juste la fille, René, marmonna-t-il. Finissons pour pouvoir débloquer les comptes bancaires. Ma mère sortit son téléphone de son sac et composa le numéro d'Alia. Elle posa le téléphone sur l'îlot de cuisine et appuya sur le bouton du haut-parleur. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'Alia ne réponde. Quoi, claqua-t-elle. Sa voix résonnant bruyamment dans l'appartement calme. On part bientôt? Il fait froid dans cette voiture. Alia, ma chérie, dit ma mère de sa voix la plus apaisante. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Le silence s'étira, épais et lourd. Et puis Alia commença à rire. Ce n'était pas un rire nerveux ou soulagé. C'était un rire cruel et moqueur qui me donna des frissons dans le dos. Tu plaisantes, ricana Alia, la voix dégoulinant de venin. Je ne vais pas m'excuser auprès d'elle. C'est elle qui devrait s'excuser auprès de moi. Elle a appelé les flics et a fait geler nos cartes de crédit le jour de mon bal de promo. Tu sais à quel point c'était embarrassant d'avoir ma carte refusée devant tout le monde à la boutique? Alia, s'il te plaît, siffla mon père en se penchant vers le téléphone. Dis juste les mots. Non, claqua Alia en retour. Je ne vais pas dire désolé d'avoir rendu une robe plus belle.
En fait, tu peux dire à Maya que puisqu'elle a ruiné mon shopping aujourd'hui, je porte la robe Vera Wang ce soir de toute façon. Je l'ai épinglée moi-même et elle est magnifique. Dis-lui de regarder mes réseaux sociaux si elle veut voir comment une vraie reine porte du vintage. Ma mère se précipita pour le téléphone, essayant frénétiquement d'éteindre le haut-parleur, mais elle le fit tomber maladroitement sur le comptoir. « Tu m'entends, Maya » hurla Alia à travers le haut-parleur, la voix stridente et triomphante. « Je porte ton stupide chiffon de 80 000 $ au bal et il n'y a absolument rien que tu puisses y faire. » L'appel se coupa abruptement, laissant une tonalité résonner dans l'air mort de ma cuisine. La tonalité bourdonna dans la cuisine silencieuse pendant plusieurs longues secondes. Ma mère fixa le téléphone, la bouche grande ouverte sous le choc. Mon père se frotta le visage avec les mains, gémissant bruyamment. Claire eut l'air absolument furieuse que son piège légal soigneusement construit ait été ruiné par une adolescente gâtée. Ils se tournèrent tous vers moi, s'attendant à ce que je m'effondre enfin et signe les papiers quand même, juste pour mettre fin au cauchemar. Au lieu de cela, je souris. Ce n'était pas un petit sourire poli. C'était un large sourire sincère de victoire absolue. Je tendis la main au-delà des documents légaux non signés sur le comptoir. Je déplaçai le bol décoratif et pris mon téléphone portable. L'écran était allumé, montrant l'application de mémo vocal. Le minuteur rouge continuait à monter, indiquant un enregistrement continu de plus de 15 minutes. J'appuyai sur le bouton d'arrêt et sauvegardai le fichier. « C'est quoi ça » demanda ma mère, sa voix descendant soudain à un murmure terrifié. « C'est une police d'assurance » répondis-je en tapotant l'écran pour télécharger le fichier audio sur mon stockage cloud sécurisé. « Vous êtes tous venus ici en essayant de me manipuler. Vous pensiez que vous pouviez me forcer à commettre un parjure et à abandonner un énorme procès fédéral en tenant mon mariage au-dessus de ma tête. Mais ce que vous avez réellement fait, c'est me donner un aveu enregistré d'extorsion en délit. » Le visage de Claire devint complètement pâle. Elle arracha les documents légaux du comptoir, les serrant contre sa poitrine comme s'ils étaient soudain en feu. « Maya, tu ne peux pas utiliser ça » bégaya-t-elle, sa persona d'avocate composée craquant instantanément. C'était une négociation de règlement privé. C'est inadmissible. Je regardai ma belle-sœur arrogante et ris. Ce n'est pas une négociation de règlement quand tu exiges que je prenne le blâme pour un crime pour protéger ta famille. Claire, tu es avocate. Tu sais exactement ce qu'est la contrainte. Tu es restée assise là et as activement participé à une conspiration pour extorquer un témoin. Et le meilleur, c'est qu'Alia vient de confesser sur haut-parleur la possession de biens volés et la destruction de preuves. Elle nous a même dit exactement où elle sera ce soir et ce qu'elle portera. Mon père fit un pas vers moi, son visage tournant à une teinte dangereuse de violet. « Tu supprimes cet enregistrement tout de suite » exigea-t-il en haussant la voix. « Je suis ton père et je te dis d'effacer ce fichier avant que tu ne fasses quelque chose que tu ne pourras pas défaire. » Je reculai d'un pas et levai mon téléphone. « Je l'ai déjà envoyé » dis-je, ma voix résonnant avec une finalité absolue. « Je viens juste d'envoyer le fichier audio directement à l'inspecteur Miller et à l'équipe juridique de l'archive. Il n'y a plus rien à défaire. Le piège est fermé. Maintenant sortez de mon appartement avant que j'appelle la police et que je vous fasse escorter pour intrusion. » Ma mère laissa échapper un cri étranglé. Elle se précipita en avant, essayant de saisir mon téléphone, mais mon père attrapa son bras, la retenant. Il me regarda avec une haine pure, réalisant que son contrôle sur moi avait complètement disparu. Je n'étais plus la fille obéissante qu'il pouvait intimider. J'étais la personne qui détenait les clés de leur destruction. Claire n'attendit même pas. Elle se tourna et courut pratiquement par la porte d'entrée, désespérée de se distancer du navire qui coulait. Mon père traîna ma mère en pleurant de l'appartement, laissant le sac de plats à emporter graisseux sur le comptoir. La porte claqua derrière eux. J'étais à nouveau seul. Mes mains tremblaient, mais l'adrénaline coulant dans mes veines me faisait me sentir incroyablement vivante. Julien arriva 10 minutes plus tard, m'enveloppant de ses bras et écoutant pendant que je lui passais l'enregistrement. Il fut stupéfait de la façon dont ils avaient creusé leur propre tombe. Nous nous assîmes sur le canapé, attendant l'inévitable retombée. Cela ne prit pas longtemps. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone vibra. C'était un message de l'inspecteur Miller. Le message était bref, mais il changea tout. L'inspecteur confirma que l'enregistrement audio fournissait une cause probable suffisante.
Parce qu'Alia avait explicitement déclaré son intention de porter l'artefact détruit de 80 000 $ en public, elle paradait activement une preuve de délit. L'inspecteur m'informa qu'il avait réveillé un juge fédéral pour signer un mandat de confiscation d'urgence. La police n'allait pas juste attendre qu'Alia rentre à la maison. Ils allaient sécuriser le bien où qu'il soit. Je regardais Julien et lui montrais le message. Il sourit, les yeux brillants d'anticipation. « Tu veux aller regarder ?» demanda-t-il calmement. Je me levai du canapé et pris mon manteau. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », répondis-je. Nous conduisîmes à travers la ville vers l'hôtel le plus luxueux du centre-ville. Le Grand Plaza Hotel était célèbre pour accueillir les événements les plus élitistes de l'État. Ce soir, sa grande salle de bal avait été louée pour le bal de promo du lycée local. Pendant que nous entrions dans la zone de stationnement voiturier, la scène était extrêmement glamour. Des projecteurs balayaient le ciel nocturne. Des adolescents en smoking cher et robe fluide montaient les marches du tapis rouge, riant et posant pour des photos. Des parents se tenaient derrière des cordons de velours, tenant leur téléphone pour capturer la nuit magique. À l'intérieur du hall, c'était une mer de sequins scintillants et de cheveux parfaitement coiffés. Les lustres en cristal jetaient une lueur chaude et dorée sur la foule excitée. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin, ajoutant à l'atmosphère de richesse et de privilège. C'était exactement le genre d'événement de haute société que ma mère et ma sœur vivaient. C'était la scène parfaite pour qu'Alia débute son chef-d'œuvre volé et s'imprègne de l'admiration de ses pères riches. Julien et moi restâmes près des énormes piliers en marbre près de l'entrée, nous fondant dans les ombres du hall bondé. Je regardais les portes de la salle de bal, attendant l'entrée grandiose de l'enfant doré. La musique enfla et les lourdes portes s'ouvrirent lentement, révélant la piste de danse scintillante à l'intérieur. La scène était parfaitement prête. Les lumières étaient brillantes. Le public était prêt. Et juste à l'extérieur de l'hôtel, les lumières rouges et bleues clignotantes de 3 voitures de police se garaient tranquillement dans l'allée circulaire. Julien et moi restâmes parfaitement immobiles, cachés derrière l'épais pilier en marbre près du vestiaire. Le hall était une mer vibrante d'adolescents excités et de parents fiers ajustant des boutonnières et des corsages. L'air sentait le parfum cher et la laque. Soudain, une énorme limousine blanche stretch s'arrêta au trottoir devant les portes vitrées principales. Ma mère et mon père sortirent d'abord, paraissant incroyablement suffisants et importants. Ils avaient clairement payé la location de luxe en espèces avant que leur compte bancaire ne soit gelé. Ou peut-être l'avaient-ils réservé des mois à l'avance. Quoi qu'il en soit, ils étaient déterminés à jouer le rôle de la royauté de quartier élite et riche. Puis Claire sortit du véhicule. J'étais honnêtement surprise de la voir après qu'elle ait couru si vite hors de mon appartement plus tôt ce soir, mais Claire ne manquait jamais une opportunité de s'insérer dans une situation à fort profil pour du clou sur les réseaux sociaux. Elle tenait déjà son smartphone haut dans les airs, balayant la caméra pour montrer l'extérieur luxueux de l'hôtel et le tapis rouge. Elle diffusait en direct tout l'événement vers le nouveau public en ligne massif d'Alia, essayant de capitaliser sur la célébrité virale qu'elles avaient fabriquée. Et puis Alia émergea enfin des fenêtres teintées de la limousine. Elle posa le pied sur le tapis rouge et marqua une pause dramatique, plaçant une main sur sa hanche. Je sentis mon estomac se nouer quand je vis ce qu'elle portait. C'était mon prototype Vera Wang. La soie vintage exquise avait été absolument massacrée. La délicate superposition de dentelles cousues main avait été hachée, laissant des bords irréguliers et déchiquetés le long du corsage qui avait l'air mâché. La traîne fluide jusqu'au sol qui avait autrefois appartenu à une icône de la mode était maintenant coupée en une ourlet court et asymétrique qui avait l'air bon marché et incroyablement kitsch. Elle avait utilisé des épingles de sûreté et des broches en strass bon marché pour tenir les coutures modifiées ensemble parce qu'elle ne savait même pas coudre. Pour quiconque avait un œil entraîné ou du respect pour l'art, c'était une tragédie de mode complète. Mais pour Alia, c'était un trophée glorieux. Elle portait l'artefact ruiné de 80 000 $ avec une arrogance absolue. Elle sourit brillamment pour les caméras, complètement inconsciente de la valeur historique qu'elle profanait à chaque pas. Mes parents la flanquaient de chaque côté, rayonnant de fierté, comme si leur fille venait de guérir une maladie majeure au lieu de commettre un crime fédéral. Ils entrèrent dans le grand hall, exigeant l'attention de tout le monde dans la pièce. Claire marchait à reculons devant eux, gardant son téléphone focalisé directement sur Alia. J'entendis la voix de Claire résonner par-dessus le bavardage de la foule. « La voici, tout le monde », annonça Claire à son audience numérique, la voix forte et incroyablement agaçante. « La fille la plus courageuse que je connaisse. »
Malgré toute la négativité toxique et les tentatives cruelles de sa propre sœur de ruiner sa soirée spéciale, Alia est ici et elle est absolument magnifique. Regardez cette robe sur mesure qu'elle a conçue elle-même. Nous sommes si fiers de sa résilience et de sa grâce. Les gens dans le hall se tournèrent pour regarder. Certains adolescents murmurèrent entre eux, pointant directement Alia. Ils avaient clairement vu la vidéo virale et savaient exactement qui elle était. Alia s'imprégna des regards, prenant leurs murmures curieux et jugeant pour une pure admiration et envie. Le personnel de l'hôtel ouvrit les lourdes doubles portes menant à la salle de bal principale. La basse entraînante d'une chanson hip-hop populaire se répandit dans le hall, vibrant à travers le sol. Alia lâcha les mains de mes parents et s'avança d'un pas conquérant. Elle traversa les portes comme une reine conquérante retournant dans son royaume. Elle posa juste à l'intérieur de l'entrée, rejetant la tête en arrière et riant bruyamment pendant que le photographe officiel du bal prenait plusieurs photos. Ma mère essuya une fausse larme de son œil, jouant le rôle de la mère submergée et reconnaissante qui avait tout sacrifié pour son enfant. Mon père se tenait droit, gonflant la poitrine pendant que d'autres parents hochaient la tête dans leur direction. Ils vivaient dans une illusion complète et totale. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient gagné la guerre. Ils pensaient que parce qu'ils étaient entrés dans le bâtiment, leur problème était terminé et que la loi ne s'appliquait tout simplement pas à eux. Ils pensaient que mon silence signifiait reddition. Julien se pencha et me murmura calmement à l'oreille, demandant si j'allais bien en regardant ça. Je hochai lentement la tête, gardant les yeux fixés sur le dos d'Alia. Je ne ressentais plus de tristesse pour la robe ruinée. Le choc initial et le chagrin avaient complètement brûlé, ne laissant qu'une froide résolution. La robe n'était plus juste un morceau de tissu pour moi. C'était l'appât physique qui allait faire tomber toute ma famille toxique à genoux. Je regardais Claire continuer à narrer la diffusion en direct, lisant les commentaires de l'écran et hypant l'entrée grandiose d'Alia pour des milliers d'étrangers. Elle creusait le trou plus profond avec chaque mot qu'elle prononçait. Elle diffusait leur possession de la preuve volée au monde entier en temps réel, fournissant exactement ce dont la police avait besoin. Alia se dirigea vers le centre de la piste de danse, entourée d'un groupe de camarades enthousiastes qui voulaient être près du centre du drame Internet. Elle tournoyait, montrant les coupes irrégulières qu'elle avait faites à la soie blanche, riant sans souci. La musique dans la salle de bal était assourdissante, mais l'atmosphère dans le hall commença soudain à changer. C'était un changement subtil au début. Le photographe professionnel rangea son appareil et s'éloigna de l'entrée de la salle de bal, paraissant confus. Les parents qui traînaient près des portes commencèrent à regarder par-dessus leur épaule vers l'avant de l'hôtel. Un étrange murmure se propagea à travers la foule, se répandant comme une vague. Je tournai mon attention des portes de la salle de bal et regardai à travers les immenses fenêtres du sol au plafond qui bordaient l'avant du hall spacieux. Les voituriers déplaçaient rapidement les véhicules, agitant frénétiquement les mains. Le tapis rouge qu'Alia venait juste de traverser était maintenant illuminé par un tout autre type de lumière. Ce n'était pas la lueur chaude et dorée des lustres élégants de l'hôtel. Ce n'était pas le flash blanc brillant d'un appareil photo professionnel capturant un souvenir parfait. C'était un stroboscope dur et aveuglant de rouge et bleu. Les lumières intenses rebondissaient sur les piliers en marbre poli et balayaient les portes vitrées, projetant de longues ombres erratiques à travers le hall. 3 voitures de police lourdement marquées s'étaient garées silencieusement, sautant leurs sirènes bruyantes, mais laissant leurs barres de lumière d'urgence briller vivement contre le ciel nocturne sombre. 2 autres véhicules noirs banalisés se garèrent directement derrière elles, bloquant complètement la sortie principale de l'allée de l'hôtel. Les gens dans le hall reculèrent sous le choc, créant un large chemin ouvert des portes à la salle de bal. De lourdes bottes heurtèrent le pavé à l'extérieur. Les flashs à l'intérieur s'étaient complètement arrêtés, mais les lumières rouges et bleues clignotantes à l'extérieur étaient soudain la seule chose que quiconque pouvait regarder. Julien et moi sortîmes de derrière le pilier en marbre froid juste au moment où les lourdes portes vitrées de l'avant de l'hôtel s'ouvrirent. L'inspecteur Miller entra, menant 4 agents en uniforme. Juste à côté de lui se trouvait Monsieur Harrison, l'avocat d'entreprise senior de mon lieu de travail, tenant une épaisse mallette en cuir noir. Monsieur Harrison me fit un hochement de tête professionnel et courtois en passant devant nous. Julien prit ma main et nous tombâmes dans le pas juste derrière le mur d'agents de police. Nous marchâmes à travers le hall spacieux. Les parents et adolescents qui admiraient l'entrée d'Alia il y a quelques instants s'écartèrent rapidement de notre chemin. Le hoquet collectif de la foule fut audible par-dessus le bruit ambiant du hall. L'air était épais d'anticipation. Tout le monde savait que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire.
Nous atteignîmes les immenses doubles portes en bois de la salle de bal principale. 2 agents de police les poussèrent simultanément, heurtant les murs avec un bruit sourd. L'impact visuel de 4 policiers en uniforme, d'un inspecteur sévère, d'un avocat d'entreprise et de la sœur qu'ils avaient tous traînés en ligne, marchant sur la piste de danse, était un chaos absolu. La cabine du DJ était élevée près du fond de la pièce, entourée de lumières néon clignotantes. Le jeune DJ jeta un regard aux agents de police et paniqua complètement. Il claqua sa main sur la table de mixage. La basse lourde et entraînante de la piste hip-hop s'arrêta instantanément. Le silence soudain dans l'immense salle de bal fut assourdissant. Les lumières de club clignotantes continuaient à balayer la pièce, illuminant les visages choqués de la foule. Le seul son restant était le grincement de chaussures de danse sur le parquet poli et les murmures nerveux de centaines d'élèves du lycée. La mer d'adolescents s'écarta comme la mer Rouge. Au centre mort de la piste de danse, Alia se tenait complètement figée. Son sourire suffisant et triomphant fondit de son visage en temps réel. Elle regarda la soie blanche ruinée comme si elle réalisait soudain que c'était une bombe à retardement. Mes parents, qui se tenaient sur les côtés en l'acclamant, eurent soudain l'air de cerfs pris dans les phares. Claire tenait encore son téléphone en l'air, mais son bras tremblait visiblement. La diffusion en direct continuait, diffusant leur destin imminent à des milliers de spectateurs sur Internet. L'inspecteur Miller marcha droit vers Alia, s'arrêtant à quelques pieds seulement de l'ourlet irrégulier et ruiné du prototype Vera Wang. « Mademoiselle Alia, dit-il, sa voix portant bruyamment à travers la salle de bal silencieuse. » Ma mère laissa échapper un cri strident et se fraya un chemin à travers la foule d'adolescents. Elle trébucha sur ses propres talons chers dans sa précipitation pour atteindre le centre de la piste. « Vous ne pouvez pas faire ça, hurla-t-elle en se plantant entre Alia et l'inspecteur. C'est un événement privé de lycée. Vous harcelez une enfant lors de sa soirée de bal de promo. C'est de la discrimination et j'aurai tous vos badges pour ça. Vous ruinez sa vie pour un simple malentendu. » L'inspecteur Miller ne s'y a même pas. « Maman, écartez-vous, ordonna-t-il fermement. Nous avons un mandat signé par un juge fédéral. Votre fille parade une preuve de délit dans un lieu public et elle cause davantage de dommages à l'actif simplement en la portant. » Ce fut le moment où Claire décida qu'elle devait sauver la journée. Elle se fraya un chemin à l'avant, tenant son téléphone haut comme un bouclier. Elle gonfla la poitrine et prit son expression la plus exagérée d'indignation vertueuse. « Agent, vous êtes complètement hors ligne, » annonça Claire, sa voix dégoulinant de l'arrogance confiante d'une femme blanche privilégiée qui n'avait jamais affronté de vraies conséquences. Vous ciblez et intimidez agressivement une jeune femme noire innocente dans un espace sûr. Je suis une avocate agréée et je documente cet abus flagrant de pouvoir. Vous la traumatisez et violez ses droits civils pour une dispute civile concernant un morceau de tissu bon marché. C'est du harcèlement institutionnel et mes followers regardent tout ce que vous faites. Monsieur Harrison sortit de derrière les agents de police. Il ajusta sa veste de costume sur mesure et regarda Claire avec une expression de dégoût absolu. Il la reconnut des cercles juridiques de la ville et n'allait pas laisser son faux activisme passer. Vous pourriez être une avocate agréée, Claire, mais vous êtes une avocate remarquablement incompétente, dit Monsieur Harrison, sa voix portant l'autorité calme et létale d'un associé senior d'entreprise. Premièrement, ce n'est pas une dispute civile. C'est une enquête fédérale pour délit concernant la destruction d'un artefact historique de $80 000. Deuxièmement, vous diffusez en direct votre belle-sœur portant un bien volé qui a été illégalement modifié. Vous venez de diffuser un aveu de possession à tout Internet, détruisant toute défense possible qu'elle aurait pu avoir. La mâchoire de Claire tomba. Elle abaissa légèrement son téléphone, la réalisation de son erreur catastrophique la frappant. Le chat sur sa diffusion en direct explosait probablement, mais elle ne pouvait pas détourner le regard de l'avocat d'entreprise démantelant toute son existence. Et troisièmement, continua Monsieur Harrison en faisant un pas plus près d'elle. Je vous suggère d'éteindre cette caméra et de fermer votre bouche immédiatement. En essayant d'entraver l'exécution d'un mandat fédéral tout en servant d'accessoire après le fait à une fraude par virement et à une destruction de biens, vous suppliez pratiquement l'ordre des avocats de vous radier. Si vous dites un mot de plus à ces agents, je m'assurerai personnellement que votre carrière juridique soit terminée demain matin. J'enverrai les formulaires de plainte moi-même. Claire resta complètement paralysée. Le complexe de sauveuse arrogante s'évapora complètement, ne laissant qu'une femme terrifiée qui réalisait qu'elle venait de ruiner sa propre vie pour du clou sur les réseaux sociaux. Elle abaissa lentement son téléphone et tapa l'écran, mettant fin à la diffusion en direct abruptement.
Puis elle recula de 3 grands pas, abandonnant complètement Alia et mes parents pour affronter la musique seule. Elle regarda André, qui se tenait dans la foule, mais il détourna la tête, refusant de croiser son regard. Mon père essaya d'intervenir ensuite. « Écoutez ici », commença-t-il en utilisant sa voix profonde et intimidante de papa, essayant de sauver un reste de sa fierté brisée. « Nous pouvons payer pour la robe. Soyons juste des adultes raisonnables. Laissez-la finir la danse et nous la porterons au poste demain matin avec un chèque. » Calvin, intervint Julien, sa voix coupant doucement la tension. « Tu ne peux pas payer une tasse de café en ce moment, encore moins une pièce de musée de 80 000 $. Chaque compte que tu as est gelé. Ton crédit est parti. Ton entreprise échoue. Arrête de prétendre que tu as du pouvoir ici. Tu es complètement en faillite. » Les élèves du lycée autour de nous commencèrent à murmurer furieusement. Les amis riches d'Alia, ceux qu'elle avait désespérément essayé d'impressionner, la regardaient maintenant avec pitié et dégoût. L'illusion de leur famille parfaite et aisée était brisée en 1 million de morceaux juste là sur la piste de danse. Tout le monde avait entendu qu'ils étaient fauchés. Alia me regarda, les yeux écarquillés de panique réelle. « Maya, s'il te plaît, » supplia-t-elle, la voix craquant pendant que de vraies larmes se formaient enfin dans ses yeux. « Ne fais pas ça. S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. Je l'enlèverai à la maison. » Je ne dis pas un mot. Je regardais juste sa robe ruinée puis l'inspecteur Miller. L'inspecteur Miller sortit une feuille de papier pliée de la poche de sa veste et la tendit pour que mes parents la voient. « C'est l'ordre de confiscation, » déclara-t-il, son ton ne laissant absolument aucune place au débat. Il mandate la sécurisation immédiate de l'actif pour empêcher une dégradation ou destruction supplémentaire. Mademoiselle Alia, vous portez actuellement une preuve fédérale. Il fit un geste vers le grand sac plastique de preuve qu'un des agents en uniforme tenait ouvert. J'ai besoin que vous enleviez la robe tout de suite, ordonna l'inspecteur Miller. Alia fixa le sac plastique transparent de preuve comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. La réalité de la situation s'abattit enfin sur elle, brisant complètement sa façade arrogante. Elle laissa échapper un cri perçant qui résonna sur les hauts plafonds de la salle de bal. « Non » hurla-t-elle en reculant et en croisant les bras sur sa poitrine. « Vous ne pouvez pas me forcer à faire ça. Je suis la reine du bal. C'est ma soirée et vous la ruinez. Je ne vais pas enlever ma robe devant toute mon école. » L'inspecteur Miller ne broncha pas. Il fit signe à une agente de police qui s'avança. Ma mère se jeta sur l'inspecteur, lui saisissant le bras. « Vous êtes un monstre » sanglota-t-elle, ses fausses larmes enfin remplacées par une hystérie réelle. Elle n'a rien d'autre à porter. Personne n'allait la sauver. L'enfant doré était enfin complètement seul, affrontant les conséquences de ses propres actions horribles. 5 minutes plus tard, un membre terrifié du corps enseignant se précipita sur la piste de danse, tenant une pile de vêtements pliés. Ce n'était pas une autre robe de soirée. C'était l'uniforme standard d'éducation physique du lycée, un pantalon de survêtement gris amplé et un t-shirt marron fané trop grand avec la mascotte de l'école imprimée sur le devant. L'agente de police prit les vêtements et attrapa doucement mais fermement Alia par le bras. « Allons-y » dit-elle en dirigeant ma sœur en sanglots vers la sortie de la salle de bal. Alia lutta contre la prise une brève seconde, regardant en arrière vers nos parents avec un regard de terreur pure. « Maman, fais quelque chose » gémit-elle. Mais ma mère était complètement paralysée. Ses comptes bancaires gelés et la menace de l'avocat d'entreprise lui avaient complètement enlevé son faux pouvoir. Elle ne put que regarder pendant que sa fille favorite était escortée hors de la piste de danse comme une criminelle commune. La salle de bal resta entièrement silencieuse pendant que nous attendions. Le seul son était le reniflement occasionnel de ma mère et le piétinement nerveux de centaines d'adolescents. Je me tins à côté de Julien, ressentant un profond sentiment de clôture. J'avais passé toute ma vie à être mise de côté, à être dite de me rapetisser pour faire de la place à l'ego massif d'Alia. J'avais été forcé de la regarder obtenir tout ce qu'elle voulait jamais, pendant que je me battais pour chaque miette de respect. Elle n'avait jamais affronté une seule conséquence pour sa cruauté. Mais ce soir, l'univers équilibrait enfin les plateaux de la manière la plus dramatique possible. 10 minutes plus tard, les lourdes portes des toilettes des dames s'ouvrirent. Alia sortit et le hockey collectif de la foule du lycée fut absolument brutal. La reine de bal glamour et intouchable avait disparu. Elle se noyait dans le pantalon de survêtement gris ample qui traînait lourdement sur le sol.
Le t-shirt marron fané d'éducation physique pendait lâchement sur ses épaules, contrastant complètement avec son chignon élaboré et ses lourds bijoux en diamant. Elle avait l'air absolument ridicule. Elle garda la tête baissée, le visage brûlant de rouge vif pendant qu'elle sanglotait de manière incontrôlable dans ses mains. Juste derrière elle, l'agente émergea, portant les morceaux ruinés du prototype Vera Wang. La soie blanche avait l'air encore plus tragique sous les lumières dures du couloir. Les coupes irrégulières et les épingles de sûreté bon marché étaient pleinement exposées pour que tout le monde les voie. L'agente marcha directement vers l'inspecteur Miller et laissa tomber le tissu dans le grand sac plastique de preuve. Le plastique épais crissa bruyamment dans la pièce calme. L'inspecteur Miller tira la bande adhésive et scella le sac. Le bruit de fermeture sec sembla comme un marteau final tombant sur ma famille. Preuve sécurisée, annonça l'inspecteur Miller à son équipe. Il se tourna vers Alia, qui frissonnait dans ses vêtements de gym ample. Mademoiselle Alia, vous recevrez une convocation formelle pour comparaître devant un tribunal fédéral. N'essayez pas de quitter l'État. L'humiliation fut absolue. Alia avait voulu que tout Internet la regarde briller dans une robe volée. Au lieu de cela, toute son école venait juste de la regarder se faire légalement déshabiller et réduite à une masse ampleur en vêtements de gym. La destruction sociale était pire que n'importe quelle peine de prison pour une fille dont toute la valeur était construite sur la popularité et les apparences. Son règne sur ses pairs était définitivement terminé. Mes parents se précipitèrent vers Alia, l'enveloppant de leur manteau, essayant de la cacher aux centaines de regards fixés. Rentrons à la maison, marmonna mon père, la voix épaisse de défaite. Nous partons tout de suite. Mais la nuit n'était pas terminée. Juste au moment où ma famille se tournait pour faire leur marche humiliante de honte hors de l'hôtel, les portes de la salle de bal s'ouvrirent une dernière fois. La foule murmura pendant qu'une nouvelle figure entrait confiamment sur la piste de danse. C'était Vivien. Ma patronne avait l'air absolument époustouflante dans un tailleur pantalon vert émeraude sur mesure, sa présence commandant un respect instantané de tout le monde dans la pièce. Elle ignora complètement mes parents et marcha droit devant les agents de police, se dirigeant directement vers la scène élevée au fond de la pièce. Vivien monta les marches vers la cabine du DJ avec une autorité calme. Le jeune DJ s'écarta rapidement, lui offrant le micro. Vivien le prit, tapotant le dessus 2 fois pour s'assurer qu'il était allumé. Le bruit de tapotement sec résonna à travers les énormes haut-parleurs, figeant instantanément ma famille sur place. Ils se retournèrent, regardant la puissante femme noire sur scène avec une terreur absolue. Ils pensaient que la pire partie de leur punition était le déshabillage public et la présence policière. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui allait leur tomber dessus. « Excusez-moi » dit Vivien dans le micro, sa voix résonnant clairement à travers l'immense salle de bal. « Je sais que c'est censé être une soirée de célébration pour vous tous, étudiants travailleurs, mais il y a une injustice profonde qui doit être abordée avant que cette famille ne soit autorisée à s'éclipser discrètement par la porte. » Elle pointa directement ma mère, mon père et Alia, qui se tenaient figés près de la sortie. « Je m'appelle Vivien et je suis la directrice de l'archive de mode historique où travaille Maya, continua Vivien en arpentant lentement la scène. Plus tôt aujourd'hui, cette jeune femme dans le survêtement ample, avec sa mère, a intentionnellement pris des ciseaux sur un vêtement qui m'avait été confié à l'archive. Vous avez tous entendu le chiffre de $80 000 lancé ce soir. Vous avez entendu qu'elle a détruit une robe de $80 000 juste pour pouvoir jouer à se déguiser pour un bal de lycée. La foule murmura et Alia se recroquevilla davantage dans les manteaux de ses parents. Je me tins à côté de Julien, ressentant un profond sentiment d'admiration. Vivien ne défendait pas juste l'archive. Elle validait publiquement toute mon existence et le travail acharné que j'avais mis dans ma carrière. Mais ce que Maya ne leur a pas dit, parce qu'elle est liée par un accord de non-divulgation strict, c'est que les $80 000 n'étaient que la valeur d'assurance de base pour les matériaux vintage bruts, dit Vivien, sa voix descendant dans un registre d'autorité pure. Ce chiffre ne commence même pas à effleurer la surface de ce que cette robe représentait vraiment. Vivien regarda la mère de visage noir jeune dans l'audience et les parents se tenant au bord de la pièce. Cette robe était un prototype sur mesure conçu en 1992. C'était la robe de fiançailles privée originale faite spécifiquement pour l'une des voix les plus définissantes de l'histoire de la musique black. Elle appartenait à une légende absolue de la R&B des années 90 dont la musique a pavé la voie pour les femmes noires dans l'industrie du divertissement. C'était le seul vêtement restant de son domaine privé de cette époque. Maya a passé 6 mois à restaurer méticuleusement chaque perle cousue main et à préserver la soie délicate pour qu'elle puisse être partagée avec le monde.
Un hoquet collectif ondula à travers toute la salle de bal. Les parents qui avaient grandi en écoutant exactement la musique de cette légende placèrent leurs mains sur leur bouche sous le choc absolu. Les adolescents qui connaissaient ces chansons grâce à leurs parents et aux tendances virales Internet fixèrent Aaliyah avec un dégoût ouvert. Elle n'avait pas juste volé à sa sœur. Elle avait mutilé une pièce d'histoire culturelle noire irremplaçable. Cette robe était prévue pour être la pièce maîtresse d'une exposition à venir au National Museum of African American History and Culture, annonça Vivien, sa voix montant avec une colère vertueuse. C'était un symbole d'excellence noire et d'héritage artistique. Et cette famille l'a coupé en morceaux. Ils ont coupé la dentelle cousue main et haché la soie en un costume bon marché et en lambeaux parce qu'ils croyaient que leur vanité était plus importante que notre héritage culturel partagé. Ma mère eut l'air sur le point de s'évanouir. Elle vacilla sur ses pieds, agrippant le bras de mon père pour se soutenir. Aaliyah couvrit son visage de ses mains, sanglotant si fort que ses épaules tremblaient violemment. Ils comprirent enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Ils pensaient juste harceler le bouc émissaire de la famille. Ils n'avaient jamais réalisé qu'ils détruisaient un trésor national. Vivien tourna son attention vers les agents de police et l'avocat d'entreprise se tenant près de la piste de danse. « Monsieur Harrison », appela-t-elle. « Pourriez-vous s'il vous plaît les informer du statut légal mis à jour de l'actif volé ?» Monsieur Harrison s'avança, s'adressant à toute la pièce tout en gardant les yeux verrouillés sur ma famille. Quand un artefact est formellement prévu pour une exposition dans un musée national financé par le gouvernement fédéral, il obtient un statut protégé, expliqua-t-il avec aisance. Parce que cette famille a intentionnellement détruit un artefact historique protégé, les accusations ne sont plus du simple vol qualifié et dommage à la propriété. La destruction de cette robe est maintenant classée sous la Federal Antiquity and Cultural Heritage Preservation Act. L'inspecteur Miller sortit sa radio bidirectionnelle de sa ceinture. Il écouta un bref moment une standardiste à l'autre bout confirmant le mandat mis à niveau. Il remit la radio sur sa ceinture et marcha directement vers Aaliyah. Le reste de Clémence qu'il leur avait montré plus tôt disparut complètement de sa posture. « Mademoiselle Aaliyah » dit l'inspecteur Miller, sa voix portant sans besoin de micro. En raison de la classification mise à niveau du bien détruit et des statuts fédéraux impliqués, votre citation précédente est nulle. Je ne vous délivre plus une convocation pour comparaître plus tard. C'est maintenant un délit fédéral avec des directives de peine minimale obligatoires. Non, hurla mon père en s'interposant devant Aaliyah. Vous ne la prenez pas. Elle ne savait pas à qui appartenait la robe. Nous ne savions pas. Nous pensions que c'était juste une robe de mariée normale. L'ignorance de la loi et l'ignorance de la valeur historique d'un objet ne vous absout pas du crime de le détruire, contra l'inspecteur Miller en plaçant une main ferme sur l'épaule de mon père et en le déplaçant physiquement. Reculez, monsieur. Si vous interférez avec une arrestation fédérale, je vous aurai menotté juste à côté d'elle. Vos actifs financiers sont déjà gelés et vous êtes listé comme co-conspirateur. Ne rendez pas ça pire pour vous. Mon père recula, complètement brisé. Il n'avait plus rien. Pas d'argent, pas d'influence et pas de fierté. Son enfant doré était sur le point d'être emmené et il était totalement impuissant à l'arrêter. L'inspecteur Miller tendit la main vers l'arrière de sa ceinture de service et sortit une paire de menottes en acier solide. Le bruit métallique de cliquetis sembla résonner sur les murs de la salle de bal silencieuse. « Aaliyah, tournez-vous et placez vos mains derrière votre dos », ordonna-t-il. Aaliyah ne lutta pas cette fois. Le poids écrasant absolu de toute la pièce la fixant dans le jugement avait drainé tout le combat d'elle. Elle se tourna lentement, tenant ses mains tremblantes derrière son dos. Les lourdes menottes en métal cliquetèrent solidement autour de ses poignets. Le son fut le paiement ultime, la marque de ponctuation finale sur une vie entière à s'en tirer avec tout. L'agente de police prit Aaliyah par le bras. « Allons-y », dit-elle doucement mais fermement. Aaliyah fut escortée à travers la piste de danse. La foule d'adolescents, les mêmes personnes qu'elle avait essayé de manipuler pour détruire ma vie en ligne, s'écartèrent silencieusement pour la laisser passer. Ils sortirent leur téléphone portable, capturant chaque seconde agonisante de son humiliation. C'était une inversion poétique de la vidéo virale qu'elle avait postée ce matin. Elle sortit de son bal de promo, pas avec une couronne et une robe de créateur, mais en survêtement ample d'éducation physique et de lourdes menottes en acier. Les lumières rouges et bleues clignotantes des voitures de police à l'extérieur illuminèrent son visage taché de larmes pendant qu'elle était conduite hors des portes avant de l'hôtel et placée à l'arrière d'une voiture de patrouille en attente.
Julien et moi regardâmes les feux arrière de la voiture de police disparaître dans la rue avant de finalement nous détourner des portes vitrées de l'hôtel. Nous rentrâmes à mon appartement dans un silence confortable. Pour la première fois de ma vie, je dormis toute la nuit sans un seul cauchemar à propos de ma famille. Quand je me réveillai le lendemain matin, le soleil entrait à flot par la fenêtre de ma chambre et Julien avait déjà fait le café. L'air semblait incroyablement frais et propre. Alia était actuellement assise dans une cellule de détention fédérale et mes parents se démenaient pour trouver un avocat de la défense sans une seule carte de crédit fonctionnelle. Mais mon travail n'était pas tout à fait terminé. Il y avait encore une personne qui devait affronter les conséquences de son arrogance. Je m'assis à mon îlot de cuisine et ouvris mon ordinateur portable. J'accédai au site web du prestigieux cabinet d'avocats d'entreprise où ma belle-sœur Claire travaillait comme associée senior. Claire était fière de sa réputation professionnelle impeccable. Elle utilisait son travail pour rabaisser tout le monde autour d'elle, rappelant constamment combien elle facturait par heure. Je trouvai les adresses e-mail directes des 3 associés gérants seniors et du chef du département d'éthique et de conformité. J'ouvris un nouveau brouillon de mail et gardai mon message bref et entièrement professionnel. Je me présentai et expliquai que je ressentais une obligation morale et légale de signaler la mauvaise conduite grave d'une de leurs avocates. J'attachai l'enregistrement audio de mon salon. Je détaillai comment Claire avait activement participé à une conspiration pour extorquer un témoin fédéral. Je soulignai l'horodatage exact où elle avait rédigé une renonciation à la responsabilité exigeant que j'abandonne les accusations criminelles en échange de mes parents me permettant d'utiliser leur jardin pour un mariage. Je mentionnai aussi qu'elle avait diffusé en direct l'emplacement de preuves fédérales volées la nuit précédente. Je relus l'email une dernière fois, pris une profonde inspiration et cliquai sur envoyer. De l'autre côté de la ville, dans un immeuble de verre élégant, Claire était assise à son bureau en acajou poli. Elle avait passé toute la matinée à prétendre que le désastre au bal n'était jamais arrivé. Elle avait supprimé ses comptes de réseaux sociaux et bloqué les numéros de mes parents, espérant pouvoir juste se distancer des retombées radioactives de ma famille. Elle pensait que son privilège blanc et son costume sur mesure cher la protégeraient des décombres. Elle avait complètement tort. Moins d'1 heure après que j'ai envoyé l'email, le téléphone de bureau de Claire sonna. C'était l'assistante de l'associé gérant, lui ordonnant de se présenter immédiatement dans la salle de conférence principale. Quand Claire entra dans la pièce, elle trouva les 3 associés seniors et le chef des ressources humaines qui l'attendaient. Ils ne lui offrirent pas de siège. L'associé senior tapa simplement sur son clavier et l'audio cristallin de la voix de Claire joua à travers les haut-parleurs de la salle de conférence. Claire s'entendit manipuler moi, utilisant son discours de thérapie condescendant pour faciliter un complot d'extorsion en délit. La couleur disparut complètement de son visage. Elle essaya de bégayer une excuse, prétendant que c'était une affaire familiale privée complètement sortie de son contexte. L'associé senior claqua sa main sur la table, la faisant taire instantanément. Il lui dit que ses actions n'étaient pas juste un motif de licenciement mais une responsabilité catastrophique pour le cabinet. Il l'informa qu'elle était licenciée avec effet immédiat. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Le chef de la conformité lui tendit une lettre formelle indiquant que le cabinet était légalement obligé de transmettre l'enregistrement à l'ordre des avocats avec une recommandation pour sa radiation immédiate. 2 agents de sécurité armés entrèrent dans la salle de conférence. Ils ne la laissèrent pas retourner à son bureau pour récupérer ses affaires personnelles. Ils l'escortèrent directement à l'ascenseur et la firent sortir par les portes avant du bâtiment, l'humiliant complètement devant ses collègues. Claire conduisit jusqu'à la maison de ville de luxe qu'elle partageait avec mon frère André. Elle hyperventilait, sanglotant de manière incontrôlable pendant que la réalité de perdre toute son identité et sa carrière s'installait. Elle franchit la porte d'entrée en s'attendant à ce qu'André la serre dans ses bras et lui dise qu'ils s'en sortiraient ensemble. Au lieu de cela, elle trouva André debout dans le salon, jetant ses vêtements de créateur dans une grande valise en cuir. André leva les yeux quand elle entra, mais ses yeux étaient complètement froids. Le lâche qui avait volé mon héritage pour financer son entreprise en faillite avait regardé la police arrêter sa sœur adolescente la nuit précédente et réalisé que le navire coulait vite. Il savait que les enquêteurs sur la fraude financière allaient frapper à sa porte ensuite. Claire le supplia de rester, lui disant qu'elle venait d'être licenciée et faisait face à une radiation complète. André se contenta de zipper sa valise et secoua la tête. Il lui dit qu'elle était une énorme responsabilité. Il la blâma pour tout, disant que c'était son idée de vider mon fonds et son idée de m'affronter à l'appartement. Il lui dit qu'il allait rester chez un ami hors de l'état jusqu'à ce que la chaleur retombe,
la laissant seule affronter les énormes dettes sur leur propriété surendettée. Il sortit par la porte sans regarder en arrière, abandonnant complètement la femme qu'il avait promis d'aimer. En milieu d'après-midi, les dominos tombaient plus vite que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Julien m'appela de son bureau avec une mise à jour sur la situation financière de mes parents. Il avait surveillé les registres publics concernant leurs actifs. Parce que le tribunal fédéral avait gelé leurs comptes, mes parents avaient manqué le paiement massif de ballons sur leur hypothèque ce matin. Un paiement qu'ils avaient secrètement du mal à couvrir depuis des mois tout en finançant les mensonges d'André. Julien m'envoya une copie numérique d'un document légal qui venait juste d'être déposé au greffe du comté. C'était un avis formel de défaut. Pendant que ma mère et mon père étaient désespérément assis dans la salle d'attente froide du tribunal fédéral, essayant de trouver comment faire sortir Alia de prison, un huissier marchait dans l'allée de leur maison suburbaine impeccable. Il sortit un rouleau de ruban adhésif et fixa une feuille de papier vivement colorée directement sur la porte d'entrée. La banque saisissait officiellement leur maison. La saisie fut rapide et absolument impitoyable. Mes parents avaient construit toute leur identité sur l'illusion de richesse. Mais sans le fonds de ma grand-mère et avec tous leurs autres comptes gelés, ils n'avaient plus rien derrière quoi se cacher. La banque se fichait de leurs adhésions au country club ou de leurs amis de haute société. En l'espace de quelques semaines, la maison suburbaine impeccable avec la pelouse manucurée fut complètement vidée. Je passai devant une fois juste pour la voir moi-même. Les voitures de luxe avaient disparu, saisies par le concessionnaire. Au lieu d'un camion de déménagement professionnel, il y avait juste des sacs poubelles noirs bon marché entassés à l'arrière du vieux pick-up rouillé de mon père qu'il gardait caché dans le garage. Ils furent forcés d'emballer ce qu'ils pouvaient porter et de déménager dans un motel délabré en bord de route à la périphérie de la ville. C'était exactement le même motel que ma mère avait l'habitude de moquer quand nous passions devant pendant mon enfance. La chute d'Alia fut encore plus permanente. Les accusations fédérales tinrent, exactement comme l'inspecteur Miller l'avait promis. Son arrestation hautement publicisée au bal fit les nouvelles locales et l'université qui lui avait offert une bourse d'études complète révoqua immédiatement son offre. Ils envoyèrent une lettre formelle citant leur politique de tolérance zéro pour les condamnations pour délit. Sans la bourse et avec mes parents complètement en faillite, Alia n'avait aucun avenir dans l'enseignement supérieur. Elle passa de reine de bal intouchable à criminelle condamnée travaillant un poste au salaire minimum dans un drive-thru de fast-food juste pour aider mes parents à payer leur loyer hebdomadaire de motel. Ses amis riches l'abandonnèrent complètement, bloquant son numéro et prétendant ne l'avoir jamais connu. L'enfant doré fut finalement forcé de vivre dans le vrai monde où les actes avaient réellement des conséquences. Mais même après avoir tout perdu, mes parents ne pouvaient toujours pas accepter qu'ils étaient les architectes de leur propre destruction. Ils croyaient encore qu'ils pouvaient me manipuler pour les sauver. C'était un mardi soir pluvieux quand mon téléphone portable commença à vibrer sans fin sur mon comptoir de cuisine. Je regardai l'écran et vis le numéro de ma mère clignoter. Elle appela 6 fois de suite, laissant des messages vocaux frénétiques me suppliant de répondre. J'écoutai finalement le dernier message. Sa voix était fine et rauque, complètement dépouillée de son vernis arrogant habituel. « Maya, s'il te plaît » sanglota-t-elle à travers le haut-parleur. Nous n'avons rien à manger ce soir. Le motel est si froid. Alia pleure. S'il te plaît, envoie-nous juste quelques centaines. Tu es notre fille. Tu ne peux pas juste nous laisser ici mourir. Nous sommes désolés pour tout. Décroche juste le téléphone. J'écoutais le message vocal, debout dans la lueur chaude de mon bel appartement. Il y a un an, ce message m'aurait brisé le cœur. J'aurais vidé mes propres économies pour les secourir, croyant que peut-être cette fois ils m'aimeraient enfin. Mais la femme écoutant ce message n'était plus le bouc émissaire. Je ne ressentais absolument rien pour les étrangers pleurant à l'autre bout de la ligne. Ils ne pleuraient pas parce qu'ils étaient désolés pour ce qu'ils m'avaient fait. Ils pleuraient seulement parce qu'ils expérimentaient enfin la douleur qu'ils m'avaient infligée toute ma vie. Je ne lui répondis pas par texto. Je n'appelai pas le motel. Je pris simplement mon téléphone et l'éteignis. J'utilisai un petit trombone pour ouvrir le plateau latéral et sortis la petite carte SIM en plastique. Je marchai vers la poubelle de cuisine et laissai tomber la carte SIM directement dans les ordures. Je la regardai disparaître dans le marc de café et les emballages vides. Mon ancienne vie était officiellement terminée. Le lendemain matin, j'entrai dans un magasin de téléphonie mobile et achetai un tout nouveau téléphone avec un tout nouveau numéro. Je ne donnai le nouveau numéro qu'à Julien, à Vivien et aux amis qui m'avaient réellement soutenu.
Le silence qui suivit fut le plus beau son que j'ai jamais expérimenté. Sans le poids constant du drame de ma famille me tirant vers le bas, ma carrière et ma vie personnelle s'épanouirent. Vivien me promut archiviste senior et le conseil du musée fut si impressionné par la façon dont nous avions géré la crise qu'ils offrirent d'accueillir mon mariage dans leur grand rotunda, complètement gratuit. C'était un geste de profonde gratitude pour avoir protégé leurs actifs historiques et cela changea complètement la trajectoire de mes plans de mariage. 6 mois plus tard, les portes du National Historical Museum s'ouvrirent pour accueillir mes invités. C'était un lieu de 10 millions de dollars que mes parents n'auraient jamais pu se permettre, même au sommet de leur fausse richesse. Le grand rotunda était rempli de milliers de roses blanches et la douce musique d'un orchestre live résonnait sur les plafonds en marbre. Mais la partie la plus spectaculaire de la soirée n'était ni le lieu ni les fleurs. C'était ce que je portais. Vivien et l'équipe de restauration du musée avaient passé des mois à travailler avec moi pour restaurer une autre pièce archivée. C'était une robe de couture des années 1950 époustouflante faite de soie ivoire et de broderies délicates de perles. Elle m'avait été légalement et éthiquement offerte par le domaine du créateur original en remerciement pour mon dévouement à l'histoire de la mode. Quand je me regardais dans le miroir dans la suite nuptiale, je ne vis pas une fille effrayée essayant de plaire à une famille toxique. Je vis une femme forte et indépendante qui s'était battue pour son propre bonheur et avait gagné. Je marchais seul dans l'allée et je ne m'étais jamais senti plus soutenu de toute ma vie. Il n'y avait pas de père pour me donner parce que je ne lui appartenais pas. Il n'y avait pas de sœur jalouse me lançant des regards depuis les côtés. Il n'y avait pas de mère complotant pour voler ma joie. Je regardais dans la foule et vis Vivien se tamponnant les yeux avec un mouchoir. Je vis mes incroyables collègues de l'archive. Je vis la famille aimante de Julien, qui m'avait embrassé à bras ouverts et m'avait traité avec le respect que mes propres parents biologiques n'avaient jamais pu. Ils étaient ma famille choisie. Je marchais vers Julien, qui se tenait à l'autel avec des larmes dans les yeux, me regardant comme si j'étais la seule personne au monde. Nous échangeâmes nos vœux, entourés d'amour sincère et de confiance intacte. Pendant que nous dansions notre première danse sous l'immense dôme en verre du musée, je réalisais que la plus grande revanche que j'aurais jamais pu prendre était simplement de vivre une belle vie sans eux. Mes parents et ma sœur étaient piégés dans un motel délabré, suffocant dans la misère de leur propre fabrication. Je dansais dans un musée de 10 millions de dollars, enveloppé de couture et de vrai amour. Le sang ne fait pas une famille. Le respect, la loyauté et l'amour inconditionnel font une famille. Si vous regardez ceci et que vous suffoquez sous le poids de parents toxiques, sachez qu'il est ok de s'en aller. Il est ok de protéger votre paix. Vous ne devez pas votre avenir à vos abuseurs juste parce que vous partagez le même ADN. Construisez votre propre vie, trouvez votre famille choisie et ne vous excusez jamais de protéger votre propre lumière. Merci d'avoir écouté mon histoire.